Toujours locataire? Dit papa, assez fort pour que tout le monde entende. Ta sœur possède 3 maisons. Tu es la vraie déshonneur. Maman hocha la tête. La table tomba dans le silence. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste posé mon téléphone face contre terre. Quand papa l'a ramassé, la couleur a fui de son visage. Toujours locataire. Mon père prononça ces mots assez fort pour que la conversation à l'autre bout de la table de Thanksgiving s'arrête net. Il n'attendit pas de réponse. Ta sœur possède 3 maisons, Odette. Tu as 38 ans et tu n'as rien à montrer. Tu es la véritable honte de cette famille. Ma mère, Evelyne, hocha la tête en signe d'accord en lui passant la saucière. Clara, ma sœur cadette, sourit dans son verre de vin. Son mari, Vance, se contenta de fixer son assiette. 14 membres de la famille élargie étaient assis à cette table, et 14 personnes sont restées silencieuses. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste sorti mon téléphone de ma poche et l'ai posé face contre terre sur le bois. Quand mon père l'a ramassé quelques minutes plus tard, la couleur a fui de son visage si vite qu'on aurait pu croire que son cœur s'était arrêté. Il n'avait aucune idée que l'écran qu'il regardait prouvait qu'il payait un loyer à la fille qu'il venait d'humilier. Pour comprendre comment Harrison Eugene est devenu mon locataire, il faut comprendre Denver, Colorado. Nous vivons à l'ombre des montagnes rocheuses, mais le véritable mal des montagnes ici vient de la culture. L'immobilier à Denver n'est pas seulement un marché. C'est un sport sanglant. Les gens ne mesurent pas votre valeur par votre caractère. Ils la mesurent par votre code postal, votre superficie, et vos comptoirs en granit. Mon nom est Odette Eugene. Je suis comptable agréé. Je conduis une Subaru de 9 ans. J'achète mes vêtements sur des portants et je dîne chez moi. Pour mon père, Harrison, un ancien cadre de la logistique qui a passé toute sa vie d'adulte à amasser des symboles de statut social, je suis un échec. Puis il y a Clara. Clara a 3 ans de moins que moi et joue le jeu de Denver avec une précision impitoyable. Elle porte des manteaux de designer, passe ses week-ends à skier à Val et parle de son portefeuille immobilier à quiconque veut l'écouter. Dans la famille Eugene, la hiérarchie a été établie tôt et appliquée quotidiennement. Clara était l'investissement. J'étais le bruit de fond. En grandissant, si j'obtenais un cent parfait à un examen de mathématiques, mon père jetait un coup d'œil au papier et disait, il fallait que je me concentre davantage sur mes compétences interpersonnelles. Si Clara obtenait un C en histoire, mes parents embauchaient des tuteurs coûteux et louaient son esprit créatif. Une fois adulte, la disparité ne fit que s'accentuer. Clara exigeait les projecteurs et mes parents construisaient joyeusement la scène. Ils se vantaient de son sens des affaires lors de leur dîner au club de golf. Je restais dans un coin, calculant des déclarations de revenus pour mes clients, payant mes propres factures et me taisant. Les gens confondent souvent le silence avec le vide. Ils supposent que parce que vous ne criez pas vos réalisations sur les toits, vous n'avez rien à crier. Mais les gens silencieux se contentent d'observer. Nous calculons. Nous construisons dans l'ombre où personne ne peut interférer. Mon père croyait que son arrogance était un bouclier. Il pensait que ses titres d'entreprise et son vaste domaine de banlieue le rendaient intouchable. Il supposait que mon silence signifiait que j'acceptais ma place au bas de sa hiérarchie. Il ne savait pas que pendant qu'il injectait ses capitaux propres dans les illusions fortement endettées de Clara, je construisais ma propre forteresse. Une forteresse bâtie sur les mathématiques pures des taux de capitalisation et une patience implacable. L'appartement exigu que mes parents louent aujourd'hui recèle un secret qui va réduire la fierté d'Harrison Eugene en miettes. Mais les fondations de sa ruine ont été coulées il y a 13 ans, le jour où j'ai réalisé que partager ma vie avec cette famille, c'était comme envoyer une lettre à une maison qui avait brûlé. Il y a 13 ans, j'ai appris le taux de change exact de mes réalisations dans l'économie familiale Eugene. J'avais 25 ans. Je passais mes journées dans un cabinet comptable de niveau intermédiaire, auditant des notes de frais pour des cabinets dentaires et des chaînes d'approvisionnement régionales. J'apportais mon déjeuner au bureau dans des contenants en verre. Je conduisais une berline d'occasion avec un chauffage qui cliquetait. Chaque dollar épargné allait sur un compte d'épargne à haut rendement. À Denver, épargner de l'argent donne l'impression d'essayer de distancer un train à grande vitesse. Les prix du marché grimpent pendant que vous dormez, et l'objectif ne cesse de bouger. Mais j'ai trouvé une faille dans le système. Aurora. Elle manquait du prestige du quartier résidentiel de mes parents,
mais les chiffres fonctionnaient et les chiffres ne mentent jamais. J'ai obtenu un prêt FHA avec 3,5% d'acompte et acheté un duplex dans une rue calme et sans histoire. La propriété était usée. Le revêtement s'écaillait, les gouttières pendaient, et l'intérieur sentait le tabac froid et le chien mouillé. Je m'en fichais. C'était à moi. Pendant 6 mois, j'ai sacrifié chaque week-end à ce bâtiment. Je portais des salopettes tachées d'après. J'ai regardé des tutoriels en ligne pour apprendre à réparer les cloisons sèches et à déboucher les canalisations. Mes jointures étaient perpétuellement éraflées et mon dos me faisait constamment mal. Je passais les vendredis soirs à respirer l'odeur du composé à joint et de la colle PVC, dormant sur un matelas pneumatique dégonflé dans le salon. Je construisais des capitaux propres de mes propres mains. Je transformais un passif en un actif. Je pensais que c'était la clé. Dans ma famille, l'immobilier était la mesure ultime de la valeur humaine. Harrison Eugène jugeait ses pairs par leur superficie et la vue depuis leur terrasse. Je croyais bêtement qu'entrer dans son arène, en jouant son jeu, le forcerait à me regarder avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je croyais que posséder un titre de propriété servirait de preuve indéniable que j'étais digne d'une place à sa table. Alors, j'ai préparé mon annonce. J'ai frotté la peinture sèche de mes ongles. J'ai mis un chemisier propre et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour le dîner du dimanche, portant la fierté de ma nouvelle propriété comme un bouclier. La salle à manger sentait l'agneau rôti et le vin cher. Harrison était assis en bout de table, coupant sa viande avec la précision d'un chirurgien. Clara était assise en face de moi. Elle avait 22 ans, venait de terminer un programme de communication et se plaignait déjà de l'appartement de départ que ses parents subventionnaient. J'ai attendu une accalmie dans la conversation. Quand Harrison fit une pause pour verser plus de cabernet, je me suis éclairci la gorge. J'ai acheté une maison, dis-je. Un duplex à Aurora. J'ai finalisé la vente mardi. J'ai attendu le changement d'atmosphère. J'ai attendu le hochement de tête approbateur, la question sur les taux d'intérêt ou les taxes foncières. J'ai attendu que mon père me reconnaisse comme une égale. Harrison posa la bouteille de vin. Il ne me regarda pas. Il regarda son assiette. Un duplex, dit-il, laissant le mot rouler sur sa langue comme un mauvais goût. À Aurora. Oui, répondis-je. J'habite une moitié et je rénove l'autre pour la louer. Les chiffres sont logiques. Harrison leva enfin les yeux. Le regard qu'il me lança était dépourvu de chaleur. C'était le regard que l'on donne à un animal errant qui s'est égaré sur votre pelouse bien entretenue. Un duplex est pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir de vraies maisons, Odette. C'est une étape pour les désespérés. Tu mets un pansement sur un passif et tu appelles ça un investissement. Clara étouffa un rire derrière sa serviette en tissu. Je sentis la chaleur monter à mes joues, mais je gardai ma posture rigide. Je le possède, dis-je doucement. J'ai économisé l'argent moi-même. Ma mère, Evelyne, posa délicatement sa fourchette sur le bord de son assiette. Elle laissa échapper un soupir doux et condescendant. Odette, ton père est juste réaliste, dit-elle. L'immobilier est un jeu sérieux. En fait, nous étions justement en train de discuter de l'avenir de Clara. Si tu avais autant d'économies, tu aurais vraiment dû nous consulter. Tu aurais pu donner cet argent à Clara. Elle a besoin d'un acompte correct pour un quartier respectable. Un duplex à Aurora ne fait que nous desservir tous. La pièce devint silencieuse. Je les regardais tous les trois. Harrison disséquant son agneau. Evelyne s'épongeait la bouche. Clara faisant défiler son téléphone, déjà lassée par le sujet de mon indépendance financière. Ce n'étaient pas des méchants de bande dessinée. Ils étaient simplement aveugles à mon humanité. Pour eux, mon capital n'était utile que s'il élevait l'enfant prodige. Mon travail acharné était une ressource à récolter au profit de Clara, et mon ambition était une source d'embarras car elle ne correspondait pas à l'esthétique immaculée de la marque familiale Eugène. Si Clara avait acheté ce même duplex, Harrison l'aurait appelé une visionnaire. Il se serait vanté auprès de ses associés du club de golf de son esprit d'entreprise audacieux. Parce que c'est moi qui l'ai acheté, le duplex était une honte. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix ni exigé qu'ils reconnaissent mon effort. On apprend très vite dans un jeu truqué que protester auprès de l'arbitre ne fait que gaspiller son souffle. J'ai terminé mon repas en silence. J'ai aidé à débarrasser les assiettes.
J'ai remercié ma mère pour le dîner. Je suis sorti jusqu'à ma voiture et je suis parti. Le ciel s'est ouvert sur le chemin du retour vers Aurora. Une pluie froide fouettait le pare-brise de ma Subaru. Je me suis garé dans l'allée fissurée de mon duplex. Les réverbères clignotaient, projetant de longues ombres déformées sur le revêtement écaillé que je m'étais promise de réparer le week-end suivant. J'ai coupé le moteur et je me suis assise dans l'obscurité. Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit de la voiture était assourdissant. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et j'ai pleuré. Mais je ne pleurais pas de tristesse. Je ne pleurais pas la perte de leur approbation. Je pleurais d'une clarté profonde et glaciale. L'illusion s'était brisée. J'ai vu l'architecture de ma famille telle qu'elle était exactement. Un système conçu pour consumer ma valeur, pour subventionner l'ego de ma sœur. Mon père ne me respecterait jamais. Ma mère ne me protégerait jamais. Tout succès que j'obtiendrais serait soit minimisé jusqu'à disparaître, soit confisqué pour servir Clara. J'ai essuyé mon visage du revers de la main. Les larmes se sont arrêtées. Une résolution froide et dure s'est installée dans ma poitrine, remplaçant la fille désespérée qui était entrée dans cette salle à manger 1 heure plus tôt. J'ai fait un vœu silencieux à l'intérieur humide de ma voiture. Je ne leur dirai plus jamais rien. Je ne partagerai pas mes victoires. Je ne partagerai pas mes luttes. Je deviendrai un fantôme dans leur maison, présente mais entièrement illisible. Je construirai ma vie dans l'ombre où leur jugement ne pourra pas m'atteindre. Je vous demande, à vous qui regardez cela en ce moment, avez-vous déjà réalisé que partager votre vie avec votre famille, c'est comme envoyer une lettre à une maison qui a brûlé? Vous continuez à envoyer les mises à jour en espérant que quelqu'un les lira, mais la fondation est déjà partie et les cendres ne peuvent pas répondre. Cette nuit-là sous la pluie, j'ai arrêté d'envoyer des lettres. J'ai arrêté de chercher une place à une table où j'étais le plat principal. Je suis rentré dans mon duplex fatigué et malodorant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tracer une nouvelle voie. Si mon père valorisait l'immobilier par-dessus tout, je conquérais son monde. Je ne le laisserai simplement pas me voir le faire. Le lendemain matin, j'ai initié la première étape d'une longue guerre silencieuse. J'ai commencé à construire un empire qui n'avait ni visage ni nom. Le matin après la tempête de pluie, j'ai déposé les documents. Pinrest Holdings est né un mardi. Le nom était intentionnellement oubliable, un nom d'entreprise qui ne révélait rien et se fondait parfaitement dans le bruit de fond des registres commerciaux locaux. J'ai payé les frais d'État et j'ai reçu mes statuts constitutifs. À partir de ce moment, mon existence s'est divisée en 2 réalités parallèles. Le jour, je jouais le rôle de la comptable diligente et prévisible. J'examinais les bilans des entreprises d'approvisionnement régional et des cabinets dentaires. Je portais des blazers aux couleurs neutres, gardais mon bureau méticuleusement organisé et me fondais dans les murs beiges de mon cubicule. Mes collègues voyaient une professionnelle discrète qui apportait son déjeuner dans des contenants en verre et prenait rarement des vacances. Ils n'ont jamais su ce qui se passait après le coucher du soleil. Mes nuits appartenaient exclusivement aux chiffres. La lumière bleue de l'écran de mon ordinateur portable était ma seule compagne. À 2 heures du matin, j'analysais les taux de capitalisation dans toute la région métropolitaine de Denver. La ville se transformait en une enclave exclusive, un terrain de jeu pour les investisseurs extérieurs à l'État avec des poches profondes. Les quartiers qui étaient autrefois des bastions de la classe ouvrière s'embourgeoisissaient rapidement, poussant les coûts d'acquisition à la hausse chaque trimestre. La plupart des gens voyaient une crise du logement. Je voyais un puzzle mathématique à résoudre. J'avais un avantage distinct sur les acheteurs des côtes. Je vivais ici et je savais lire la détresse financière cachée dans une annonce immobilière. Je cherchais des opportunités hors marché, ciblant les propriétaires fatigués qui voulaient une sortie rapide et ignoraient les maisons clés en main tape à accent grave-l'œil. Le duplex d'Aurora a fonctionné exactement comme mes feuilles de calcul l'avaient prédit. Le revenu locatif du côté droit couvrait l'hypothèque, les impôts fonciers et l'assurance. Il générait même un modeste surplus. Je vivais du côté gauche et versais chaque dollar disponible dans un compte de réserve dédié. Je mangeais des repas bon marché composés de riz et de haricots. Je réparais ma propre voiture en utilisant des forums internet comme guide. Je portais les mêmes bottes d'hiver jusqu'à ce que la neige s'infiltre à travers les semelles. 18 mois plus tard, j'ai utilisé la valeur nette croissante du duplex pour acheter un immeuble de 4 unités usées à la Lockwood. La structure présentait de la peinture écaillée, des systèmes électriques obsolètes et un jardin envahi par les mauvaises herbes.
J'ai passé mes vacances à recabler des luminaires, à poser des revêtements de sol stratifiés bon marché mais durables, et à respirer l'odeur âpre de la colle PVC et de l'après frais. J'ai réalisé très rapidement que la visibilité était un inconvénient. Si ma famille découvrait le portefeuille croissant, les demandes suivraient immédiatement. Harrison insisterait pour gérer les actifs afin de protéger sa fille, affirmant son autorité non méritée. Evelyn suggérerait que je laisse Clara vivre dans une unité sans loyer pour l'aider à se remettre sur pied. Il considérerait mon capital comme une ressource commune destinée à subventionner l'enfant chéri. Pour éviter ce drainage parasitaire, j'ai construit un pare-feu. J'ai embauché Summit Property Management pour gérer toute la logistique opérationnelle. Il collectait le loyer, répondait aux demandes d'entretien à minuit et gérait le processus rigoureux de sélection des locataires. Mon identité a disparu de la vue du public. Aucune boîte aux lettres ne portait mon nom. Aucun locataire n'a jamais vu mon visage. Je suis devenu une propriétaire fantôme opérant entièrement sous un voile corporatif. Si une canalisation éclatait, le locataire appelait un numéro de bureau générique. Si un fournisseur soumettait une facture de réparation, elle allait directement à Summit. Le contraste entre ma réalité cachée et la perception qu'avait ma famille de moi procurait un étrange réconfort enivrant. Les dîners du dimanche restaient un rituel obligatoire dans la famille Eugène, et j'y assistais consciencieusement, jouant mon rôle à la perfection. Harrison était assis en bout de sa table en acajou poli, faisant tournoyer un millésime coûteux de pinot noir. Il me regardait, fronçait les sourcils devant mon pulsant marque, et demandait si le cabinet comptable prévoyait de me promouvoir bientôt. J'offrais une réponse fade et non committale concernant la lenteur de la hiérarchie d'entreprise. Puis les projecteurs se tournaient vers Clara. Elle se penchait en avant, ses poignets ornés de bijoux de designer achetés avec des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés, et parlait de ses entreprises théoriques. Une semaine, elle lançait un cabinet de conseil boutique. La semaine suivante, elle se rebaptisait influenceuse de style de vie de luxe. Harrison dévorait chaque mot vide. Il racontait à ses amis du club de golf que Clara possédait le rare esprit d'entreprise des Eugène. Il louait son ambition tout en ignorant le fait flagrant qu'elle n'avait jamais produit un seul trimestre rentable de toute sa vie. Je m'asseyais en face d'elle, coupant tranquillement mes légumes. Sous la table, mon téléphone vibrait dans ma poche. Une notification push silencieuse du tableau de bord de gestion de Summit. Loyer encaissé, ordre de travail clos, flux de trésorerie positif. La dissonance cognitive était stupéfiante. Mes parents adoraient l'illusion de la richesse tout en méprisant ouvertement la fille qui la détenait réellement. J'utilisais leur dédain comme carburant brut. Lorsque l'immeuble de 4 unités fut stabilisé, j'ai procédé à un refinancement avec retrait de fonds et acquis un complexe de briques de 8 unités à Littleton. Le portefeuille s'est développé non pas par chance ou par des dons familiaux, mais par une discipline implacable et sans glamour. Le marché de Denver a explosé et mes actifs ont pris de la valeur en conséquence. L'effet boule de neige s'est solidement emparé de mes finances. Les revenus locatifs de 14 unités ont facilement financé la compte de la prochaine acquisition stratégique. Au cours de la décennie suivante, j'ai ajouté 18 portes supplémentaires à mon nom, soit 32 unités au total. Les propriétés d'origine étaient entièrement libres de dettes. Le flux de trésorerie était un fleuve rugissant caché sous une surface calme et discrète. Je n'accumulais pas seulement de la brique et du mortier. Je construisais une forteresse. Chaque acte signé ajoutait une couche de pierre entre mon estime de soi et leur jugement incessant. Chaque chèque de loyer encaissé élevait les murs plus hauts et plus épais. Quand Harrison faisait une remarque désobligeante sur mon manque d'ambition, cela ne piquait plus comme à mes 25 ans. Ses paroles dures frappaient les murs de la forteresse et tombaient inoffensives au sol. Je possédais une armure psychologique inébranlable. Je connaissais la vérité de mon existence. Ma valeur nette éclipsait la sienne, mais l'argent lui-même était secondaire. La vraie victoire était l'autonomie. Je ne répondais à personne. Je ne leur devais rien. Pourtant, une forteresse n'est vraiment testée que lorsqu'une menace se matérialise à l'horizon. Tandis que je passais 13 ans à bâtir ma fondation sur un socle solide, Clara était occupée à construire un royaume fait de papier de soie et de prestige emprunté. Ma sœur convoitait le statut suprême de l'immobilier à Denver, mais elle manquait de la discipline nécessaire pour en soutenir la réalité. Elle voulait le titre de magnate de l'immobilier sans endurer les mains écorchées ni les examens de comptabilité tard dans la nuit. Et mon père, aveuglé par son obsession de l'apparence et son besoin désespéré de projeter un héritage,
s'apprêtait à lui donner les allumettes qui réduiraient en cendres sa fragile illusion. Pendant que je versais du béton et révisais les taux de capitalisation en silence, ma sœur était occupée à ériger un monument à sa propre vanité. On en apprend beaucoup sur une famille en observant ce qu'elle choisit de célébrer. Il ne célébrait pas la stabilité ou la discipline tranquille. Il célébrait la performance de la richesse. Clara a eu 28 ans l'année où j'ai finalisé l'achat de ma 16e unité locative. J'ai passé son week-end d'anniversaire à remplacer un chauffe-eau dans un appartement en rez-de-jardin. Clara a passé son week-end d'anniversaire à accepter les clés d'un royaume qu'elle n'avait pas gagné. Harrison a organisé un dîner somptueux dans son country club pour marquer l'occasion. Il s'est tenu en bout d'une longue table ornée de centres de table floraux importés et a levé un verre de champagne trop cher. Il a annoncé aux parents et associés d'affaires réunis qu'il avait retiré 150 000 $ de capitaux propres de son domaine impeccable de Denver. Il remettait la somme directement à Clara. Il a souri, son large sourire caractéristique, celui qu'il réservait au moment où il voulait que le public admire sa générosité. Il a appelé cet argent un capital de départ pour une gagnante. Ma mère, Evelyne, s'est essuyé les yeux avec une serviette en lin, submergée par la noblesse pure de son mari. Je me suis assise près des portes de la cuisine, mâchant un morceau de poulet sec et calculant les intérêts qu'Harrison allait payer sur ses capitaux empruntés. Clara n'a pas utilisé les fonds pour construire une fondation durable. Elle les a utilisés pour acheter une vaste ferme moderne à Cherry Creek. La propriété présentait des plafonds voûtés, des comptoirs en quartz importés et une façade saisissante de briques blanches peintes. C'était une belle maison conçue pour recevoir plutôt que pour générer des flux de trésorerie. Mais Clara ne voulait pas s'arrêter à la simple possession d'une résidence principale. Elle aspirait au titre de magnate de l'immobilier. Elle voulait l'identité sans endurer l'apprentissage éprouvant et sans glamour nécessaire pour la maintenir. Pour étendre son empire soudain, Clara a contracté des lignes de crédit à taux d'intérêt élevés sur la ferme. Elle s'est endettée jusqu'au point de rupture pour acquérir 2 autres propriétés destinées à des locations à court terme. Elle a financé ses acquisitions en utilisant des prêts hypothécaires à taux variable. Quiconque comprend l'économie de base sait qu'un prêt hypothécaire à taux variable sur un marché fluctuant est une bombe à retardement. Vous pariez que les conditions économiques resteront favorables en permanence. Vous pariez tout votre avenir financier sur l'hypothèse que la marée ne se retirera jamais. Je l'ai regardé effectuer ces transactions à distance et je savais que les chiffres ne soutenaient pas l'ambition. Clara a immédiatement lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour proclamer son nouveau statut. Ma routine quotidienne consistait à répondre aux emails des entrepreneurs et à examiner les factures de plomberie. La routine de Clara consistait à aménager ses propriétés avec des meubles coûteux du milieu du siècle et à poster des photographies d'elle-même tenant un trousseau de clés. Elle a posté des images de brunch au champagne sur sa nouvelle terrasse. Elle a utilisé des hashtags affirmant qu'elle était une patronne autodidacte et une investisseuse immobilière. Son empreinte numérique brossait un tableau de triomphe sans effort. Harrison a partagé chacun de ses posts. Il se vantait auprès de ses partenaires de golf que sa fille cadette possédait un instinct naturel pour le marché. Evelyne imprimait des captures d'écran des profils en ligne de Clara et les épinglait sur le réfrigérateur. Il y a une tragédie distincte à voir des gens adorer un château de papier. La façade était scintillante et lumineuse, mais elle manquait d'intégrité structurelle. La seule personne dans leur orbite qui semblait comprendre la nature précaire de ce jeu était le mari de Clara, Vance. Vance travaillait comme souscripteur de niveau intermédiaire pour une banque régionale. Il passait ses journées à évaluer les risques et à examiner les ratios d'endettement. Il savait exactement comment lire un bilan, et il connaissait la gravité des prêts que sa femme avait signés. Le changement chez Vance s'est produit progressivement, mais les signes étaient indéniables pour quiconque y prêtait attention. Lors de nos dîners familiaux du dimanche, Vance était un homme de conversation engageant. Il racontait des histoires de ses années d'université ou discutait de sports locaux avec une énergie légère. Après que Clara ait acquis les 2 locations à court terme, son comportement s'est endurci. Il a cessé de participer aux plaisanteries. Il a commencé à se servir généreusement de son bourbon dès qu'il franchissait la porte d'entrée de mes parents. Je m'asseyais en face de lui à table et le regardais fixer le grain du bois. Il ressemblait à un homme debout sur une voie ferrée, écoutant un sifflement au loin. Lorsqu'Harrison entamait son monologue hebdomadaire, louant Clara pour son expansion agressive, Vance serrait son verre jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Il n'a jamais contredit mon père. Il n'a jamais interrompu sa femme pour signaler que leur taux d'inoccupation rongeait leurs réserves de trésorerie.
Il se contentait de boire son bourbon et de ravaler sa panique. Il savait que leur mode de vie dépendait entièrement d'un équilibre délicat de crédit qui pourrait s'effondrer dès que les taux d'intérêt augmenteraient. L'ironie de ces dîners de famille planait sur la pièce comme une lourde couverture suffocante. Harrison terminait ses éloges pour Clara, puis tournait son attention vers moi. Il regardait mes pulls sans marquer ma posture discrète. Il offrait des conseils financiers non sollicités, me disant que je devais sortir de ma zone de confort et prendre des risques. Il me disait qu'économiser des centimes avec un travail de comptable banal n'assurerait jamais mon avenir. Il fallait que j'agisse davantage comme ma sœur. Il disait que je devais faire preuve d'initiative. Je restais assis semaine après semaine, absorbant sa condescendance. Je possédais un portefeuille qui générait plus de flux de trésorerie positif en un seul mois que Clara en un an. Mes propriétés étaient isolées des chocs du marché parce que je les avais construites sur des dettes à taux fixe et un réinvestissement implacable. J'avais 32 unités fonctionnant comme une machine silencieuse et bien huilée à travers la ville. Pourtant, aux yeux de mon père, j'étais une déception stagnante. Il vénérait une fille qui se noyait dans des dettes toxiques, tandis qu'il méprisait ouvertement la fille qui possédait une véritable souveraineté financière. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas sorti mon tableau de bord de gestion pour lui prouver le contraire. Le corriger aurait nécessité de lui remettre les clés de ma tranquillité d'esprit. J'ai préféré rester la déception. Être une déception est remarquablement libérateur parce que cela signifie que personne ne vous regarde en attendant un renflouement. Avez-vous déjà vu quelqu'un construire une cage à partir de sa propre vanité et exiger une salve d'applaudissements alors qu'il verrouille la porte? Clara pensait qu'elle construisait une richesse générationnelle, mais elle ne faisait que louer un style de vie de luxe à une banque. La tragédie plus profonde était qu'elle avait attaché son père à son navire en perdition. Harrison avait retiré ce capital de départ initial directement de la valeur nette de sa propre maison. Il avait financé l'illusion de sa fille en plaçant un privilège sur sa propre sécurité. Les premières fissures dans leur façade ont commencé à apparaître tard dans l'année. Clara a commencé à se plaindre des coûts cachés de l'entretien des propriétés. Elle a mentionné nonchalamment qu'un remplacement de chaudière dans l'une des locations à court terme avait anéanti son budget de fonctionnement pour le trimestre. Elle a présenté cela comme un inconvénient mineur, une nuisance typique d'une magnate occupée. Mais j'ai vu Vance fermer les yeux quand elle l'a dit. J'ai vu le muscle de sa mâchoire se contracter. Il savait qu'il n'avait pas les réserves de trésorerie pour absorber un autre coup. Puis sont venues les conversations chuchotées dans la cuisine. Je suis entré pour prendre un verre d'eau un soir et j'ai surpris Clara parlant à Harrison sur un ton urgent et discret. Elle demandait un prêt à court terme pour couvrir un manque dans ses paiements hypothécaires. Elle a promis de le rembourser dès que ses réservations de vacances seraient encaissées. Harrison a remis l'argent sans hésitation, désireux de garder sa joueuse vedette sur le terrain. Il n'a pas réalisé qu'il jetait de l'argent par les fenêtres. Il n'a pas compris que la marée était déjà en train de tourner et que l'eau commençait à monter. La tension dans l'écosystème familial Eugène est devenue épaisse et vive. On pouvait la sentir dans la façon dont Evelyn arpentait la cuisine et dans la façon dont Vance évitait le contact visuel avec tout le monde. Ils participaient tous à une illusion partagée, terrifiés d'admettre que les chiffres ne tenaient plus. J'ai gardé ma distance tranquille, observant les chiffres monter sur mes propres livres de compte privés. Je savais que le point de rupture approchait. Je savais qu'un empire construit sur de l'argent emprunté et le favoritisme parental ne pouvait pas résister à une véritable tempête. Il me fallait juste attendre que le ciel s'assombrisse. L'effondrement d'Harrison Eugène ne s'est pas produit avec une explosion dramatique. Il s'est produit avec le glissement silencieux et sans gloire d'un homme qui a réalisé que son armure corporative n'était plus à l'épreuve des balles. Mon père a construit toute son identité autour de sa position de cadre supérieur en logistique dans une entreprise de chaîne d'approvisionnement régionale. Il portait son titre comme d'autres hommes portent des médailles militaires. Il exigeait le respect basé sur la superficie de son bureau et son compte de dépenses. Il opérait sous l'hypothèse que son utilité pour l'entreprise était infinie. Il avait 62 ans lorsque le conseil d'administration a décidé de restructurer le niveau exécutif. Ils ont appelé cela une retraite anticipée. Ils l'ont présenté comme une opportunité pour lui de profiter de ses années dorées. Harrison connaissait la vérité. Il le poussait dehors pour le remplacer par un vice-président plus jeune et moins cher. L'indemnité de départ qu'ils ont offerte était insultante. Elle fournissait suffisamment de capital pour maintenir les apparences pendant peut-être 6 mois,
mais elle était entièrement insuffisante pour soutenir le style de vie somptueux que lui et Evelyn avaient cultivé pendant 3 décennies. J'ai appris la nouvelle lors d'un de nos dîners dominicaux obligatoires. Harrison était assis en bout de table, faisant tournoyer un verre de scotch au lieu de son vin habituel. Il regardait le lustre et annonça qu'il avait décidé de démissionner. Il affirma qu'il était fatigué de la routine d'entreprise et voulait se concentrer sur la gestion de ses investissements. Il prononça le mensonge avec une telle conviction que j'ai presque cru qu'il s'était convaincu lui-même. Mais je suis comptable. Je possède un instinct naturel pour détecter la détresse financière. J'ai remarqué les changements subtils dans leur foyer au cours des semaines suivantes. Le service d'aménagement paysager a cessé de venir. Le jeudi, Evelyn a commencé à acheter des marques génériques à l'épicerie. Harrison a annulé son adhésion au country club, affirmant que les fairways devenaient trop fréquentés. La façade se fissurait et la fondation sous-jacente pourrissait. La principale source de la pourriture était les 150 000 $ qu'Harrison avait tirés de la valeur nette de sa maison pour financer le royaume de papier de Clara. Il avait grevé sa résidence principale d'une deuxième hypothèque, supposant que son salaire de cadre couvrirait facilement les paiements mensuels jusqu'à la retraite. Maintenant privé de ses revenus, cette dette est devenue un poids écrasant. Le domaine impeccable de Denver, le symbole du succès de la famille Eugène, est soudainement devenu inabordable. Harrison a tenté de gérer la crise en secret. Il a rencontré des conseillers financiers et exploré des options de consolidation de dette. Il a même envisagé de puiser prématurément dans ses comptes de retraite. Chaque voie menait à une conclusion mathématiquement impossible. Il ne pouvait pas faire face à la dette. La seule solution viable était de liquider l'actif. J'ai vu mon père subir l'humiliation profonde de mettre sa maison en vente. Il a embauché un agent immobilier haut de gamme et lui a demandé de fixer un prix agressif pour maximiser son retour. Il a dit à son cercle social que lui et Evelyn cherchaient à réduire la taille de leur habitation. Il a inventé une histoire sur le désir d'une vie plus simple, moins d'entretien et plus de liberté de voyager. Il a maintenu la posture arrogante d'un homme faisant des choix stratégiques plutôt qu'un homme expulsé de son château par sa propre mauvaise gestion financière. Le marché de Denver, cependant, est un arbitre impitoyable de la valeur. Le segment du luxe se refroidissait et les acheteurs devenaient plus exigeants. La maison est restée sur le marché pendant des semaines. Le prix de vente initial a été réduit, puis réduit à nouveau. La routine quotidienne d'Harrison a dégénéré en des allers-retours sur les parquets et des regards menaçants sur le panneau « À vendre » planté sur sa pelouse. Evelyn, comme toujours, a acquiescé à travers la crise. Elle a emballé des décennies de symboles de statues accumulés dans des cartons. Elle a enveloppé sa belle porcelaine dans du papier journal et a souri de manière forcée lorsque les voisins lui ont demandé où il déménageait. Elle a refusé de reconnaître la peur qui émanait de son mari. Elle a joué son rôle consciencieusement, maintenant l'illusion de contrôle même lorsque le sol s'effondrait sous eux. L'aspect le plus frappant de cette chute fut leur refus absolu de me demander de l'aide. Je possédais les capitaux liquides pour couvrir entièrement leur deuxième hypothèque. J'aurais pu stabiliser leur situation avec un seul virement bancaire. Je n'ai jamais proposé et ils n'ont jamais demandé. Demander un sauvetage financier à la fille qu'ils avaient qualifiée de déception aurait exigé une restructuration totale de leur vision du monde. Cela aurait signifié admettre que la comptable sans marque qu'ils raillaient possédait plus de sens financier que le cadre de la logistique et l'enfant prodige réunis. Leur fierté leur était plus précieuse que leur maison. Lorsque la maison fut finalement vendue, le produit couvrit à peine les hypothèques impayées et les frais de clôture. Harrison quitta 30 ans de propriété immobilière avec une fraction de la valeur nette qu'il pensait garantie. Il fut contraint d'entrer sur le marché locatif, un marché qu'il avait ouvertement dénigré toute sa vie d'adulte. La recherche d'un appartement convenable fut une expérience dégradante pour un homme de son ego. Harrison n'avait pas rempli de demande de location depuis ses 20 ans. Il était consterné par la nature intrusive du processus. Les gestionnaires immobiliers exigeaient des preuves de revenus, des relevés bancaires et des rapports de crédit. Il fut soumis à des vérifications d'antécédents et forcé de justifier sa viabilité financière auprès d'agents de location qui avaient la moitié de son âge. J'ai observé cette lutte à une distance prudente. Je connaissais intimement le marché locatif de Denver. Je comprenais exactement à quel point il était difficile d'obtenir une unité de luxe sans revenu d'emploi vérifiable. La concurrence était féroce et les propriétaires étaient réticents à prendre des risques. Harrison et Evelyn ont visité des dizaines de propriétés.
Ils ont rejeté de nombreuses options parce que les comptoirs étaient en stratifiés au lieu de granit ou parce que les situations de stationnement étaient inadéquates pour leur berline de luxe restante. Ils cherchaient une propriété qui offrait le prestige de leur ancien domaine sans le prix correspondant. L'ironie était exquise. L'homme qui m'avait humilié à table pour avoir acheté un duplex à Aurora rafraîchissait maintenant frénétiquement les sites d'annonces, cherchant un propriétaire prêt à accepter un cadre à la retraite avec des réserves décroissantes. Il vivait la vulnérabilité de la classe des locataires, une vulnérabilité à laquelle il avait toujours cru être immunisé. La tension dans l'écosystème familial Eugène est passée de l'enfant chéri au patriarche. Clara restait consumée par ses propres propriétés en faillite. Oublieuse de la réalité que son capital de départ avait initié la ruine de son père. Harrison devint de plus en plus irritable et renfermé. Evelyn continuait à emballer des cartons, son sourire devenant plus fragile de jour en jour. Ils participaient tous à une danse frénétique, essayant de sécuriser une nouvelle scène avant que le rideau ne tombe sur l'ancienne. J'ai maintenu ma routine tranquille. J'ai analysé des feuilles de calcul, approuvé des demandes d'entretien et regardé mon portefeuille générer des rendements constants et fiables. Je n'ai ressenti aucune envie de me vanter. Je n'ai ressenti aucun désir d'intervenir. J'ai simplement observé les conséquences inévitables de l'arrogance se dérouler en temps réel. Je savais que l'univers possédait un sens de l'humour précis. Je savais que le chemin qu'ils empruntaient les menait vers une destination qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Je devais juste attendre qu'ils arrivent à la porte. L'ironie cosmique de la dynamique familiale Eugène est arrivée un mardi matin remarquablement banal. J'étais assise à ma table de cuisine avant que le soleil n'ait pleinement franchi les montagnes rocheuses. Le ciel à l'extérieur de ma fenêtre était de la couleur de l'ardoise, et la vapeur de mon café noir s'enroulait doucement dans l'air frais. C'est la réalité sans glamour de l'investissement immobilier. Il ne s'agit pas de cérémonie d'inauguration ou de brunch de réseautage glamour. Il s'agit de matins silencieux, d'écrans lumineux et du traitement implacable des données. J'ouvre ma tablette pour examiner les approbations quotidiennes de Summit Property Management. Une notification se trouvait en haut de la file d'attente. Il s'agissait d'une alerte standard indiquant qu'une nouvelle demande nécessitait un examen final du propriétaire pour une unité premium. La propriété en question était une acquisition récente, un immeuble magnifiquement rénové dans un quartier du centre-ville de Denver en voie de gentrification. L'unité présentait de hauts plafonds, des murs de briques apparentes et des armoires sur mesure. Elle était conçue pour attirer des professionnels à revenus élevés. Le loyer mensuel était fixé à $2,600. J'ai tapé sur l'écran pour ouvrir le fichier numérique. La demande s'est chargée, révélant les noms des locataires potentiels. Harrison Eugène, Evelyn Eugène. J'ai arrêté de respirer. La tasse de café à mi-chemin de ma bouche est restée suspendue en l'air. J'ai lu les noms une seconde fois, traçant les lettres pour m'assurer que mes yeux ne me trompaient pas. J'ai posé la tasse sur la table et j'ai fixé l'écran. J'ai fait défiler pour examiner les documents justificatifs. Le portail de gestion mettait à nu les données brutes de la fierté ruinée de mon père. J'ai vu la vérification de son revenu de retraite diminuer. J'ai vu les relevés de dépôt de la vente forcée de son domaine de banlieue. J'ai examiné son rapport de crédit. Il était abîmé et effiloché, endommagé par le brassage frénétique de dettes qu'il avait entrepris pour maintenir à flot les entreprises immobilières en faillite de Clara. Les chiffres étaient exceptionnellement serrés. Il répondait aux exigences de revenus pour l'unité de luxe, mais à une marge extrêmement mince. Il utilisait chaque dollar restant de son revenu fixe pour s'assurer une adresse qui projetait l'illusion de la richesse. Il ne pouvait se résoudre à louer un appartement modeste et pratique. Il devait maintenir l'esthétique d'un cadre prospère, même si cela signifiait étirer ses finances jusqu'au point de rupture. L'univers possède un sens de l'humour terrifiant. L'homme qui était assis en bout d'une table à manger en acajou et qui m'avait publiquement raillé pour l'achat d'un duplex soumettait maintenant sa vulnérabilité financière à une entité corporative sans visage, implorant un toit au-dessus de sa tête. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai écouté le faible bourdonnement du réfrigérateur. Je détenais le pouvoir de dicter son destin. Je tenais sa sécurité résidentielle dans la paume de ma main. Le conflit interne dura peut-être 3 minutes. J'aurais pu cliquer sur le bouton rejeter. J'aurais pu donner instruction à la société de gestion de fabriquer une raison générique concernant les ratios d'endettement, forçant mes parents à chercher une propriété moins chère dans un quartier qui blesserait quotidiennement l'ego d'Harrison. J'aurais pu cliquer sur le bouton approuver et appliquer une réduction familiale permanente,
subventionnant secrètement sa chute, exactement comme il avait subventionné ma sœur. Ou j'aurais pu prendre mon téléphone, composer son numéro, et écouter le silence mort quand je l'aurais informé que sa fille délaissée était la propriétaire examinant sa demande. J'ai choisi aucune de ces options. La vengeance est une entreprise bruyante et chaotique. Elle exige un engagement actif et un public. Je ne voulais pas de public. Je voulais l'isolement. J'ai fixé le bouton vert sur l'écran. Si je refusais sa demande, j'agissais en fonction d'anciennes blessures émotionnelles. Si je réduisais le loyer de l'unité, je trahissais la stricte discipline financière qui avait construit mon portefeuille. Mes propriétés ne sont pas des œuvres de bienfaisance. Elles ne sont certainement pas des filets de sécurité pour l'architecte de mon isolement d'enfance. J'ai posé mon doigt sur le pavé tactile. J'ai déplacé le curseur. J'ai cliqué sur Approuver. Il n'y aurait pas de réduction. Il n'y aurait pas de conditions spéciales. Il paierait le prix du marché. Le système automatisé a pris le relais. Summit Property Management a généré l'email de bienvenue. Un agent de location nommé Sarah, qui ne m'avait jamais rencontré et ne connaissait Pinrest Holdings que comme un compte d'entreprise, a facilité le processus de signature. Harrison a signé le contrat de location standard de 12 mois. Il a remis un chèque de banque pour le premier mois de loyer, plus un dépôt de garantie substantielle. Il a reçu un code de clavier numérique et un dossier d'emménagement générique. Il croyait qu'il transigeait avec un vaste conglomérat immobilier impersonnel. Il n'avait aucune idée que le voile corporatif cachant le propriétaire était entièrement tissé de l'endurance silencieuse de sa propre fille. Le premier du mois est arrivé. Le portail de loyer a été mis à jour. Un transfert numérique a été effectué du compte bancaire d'Harrison vers Summit Management. Summit a déduit ses 8% de frais opérationnels et a transféré le reste sur le compte d'exploitation de Pinrest Holdings. L'argent a atterri dans mon registre. J'ai regardé les chiffres se mettre à jour sur mon écran. Le capital qu'il avait refusé d'investir dans mon éducation. Les ressources qu'il avait entièrement détournées vers Clara me revenaient maintenant sous la forme d'une obligation contractuelle. Tous les 30 jours, mon père payait le privilège d'un abri, et ses fonds exacts finançaient l'expansion de l'empire qu'il prétendait que j'étais trop incompétente pour construire. Le véritable poids psychologique de cette dynamique s'est matérialisé lors de nos dîners dominicaux obligatoires. Les réunions se sont déplacées du vaste domaine de banlieue à l'appartement du centre-ville. Mon appartement. La première fois que j'y suis allé, Evelyne s'est excusée nerveusement pour la surface réduite. Elle a disposé sa belle porcelaine sur une table à manger beaucoup plus petite, coincée près de l'îlot de cuisine. Harrison a tenté de récupérer son autorité perdue en critiquant durement la gestion du bâtiment. Il s'est plaint que la porte du hall collait lorsque la température baissait. Il s'est plaint que l'équipe d'entretien paysager arrivait trop tôt le jeudi matin. J'étais assise sur une chaise de salle à manger que je possédais techniquement, mangeant un repas dans une pièce dont j'étais propriétaire, et je l'écoutais critiquer mon efficacité opérationnelle. Il continuait à me traiter avec le même dédain décontracté. Il a regardé mes bottes pratiques et a demandé si mon cabinet comptable offrait de bons avantages dentaires. Puis il a ramené la conversation sur Clara. Clara esquivait actuellement les appels de ses créanciers hypothécaires, mais Harrison louait sa vision audacieuse. Il vantait son esprit d'entreprise alors qu'il était assis dans une unité qu'il me louait. La déconnexion entre sa perception et la réalité était une magistrale leçon de dissonance cognitive. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas corrigé ses suppositions. J'ai siroté mon eau glacée et j'ai acquiescé poliment. Avez-vous déjà gardé un secret si puissant qu'il rend toute insulte inoffensive ? Quand vous possédez la vérité silencieuse, les paroles dures de vos détracteurs perdent leur vélocité. Elles vous frappent et tombent au sol comme des fléchettes en papier. L'arrogance de mon père n'était plus une arme. C'était une tragédie que j'observais à une distance sûre. Il était un roi émettant des décrets féroces depuis un trône loué. Le savoir qu'il finançait mon autonomie m'offrait une paix profonde et intouchable. Je n'avais pas besoin de son respect car je possédais son sanctuaire. Cet écosystème fragile s'est maintenu pendant plusieurs mois. Les chèques de loyer étaient encaissés le premier. Les plaintes concernant la porte du hall continuaient. Les dîners du dimanche se déroulaient avec leur scénario prévisible. Mais un système construit sur un grave déséquilibre de vérité ne peut pas rester stable indéfiniment. La pression s'accumule inévitablement, cherchant une soupape de décharge.
Le calendrier tournait vers la fin de l'automne. Le temps de Denver se refroidissait, apportant des vents vifs des montagnes. La ville se préparait pour les vacances, et la tension à l'intérieur de l'unité 4B commençait à se comprimer. La ruine financière de Clara s'accélérait rapidement, fuyant à travers les fissures soigneusement orchestrées de sa présence sur les réseaux sociaux. La frustration d'Harrison face à son statut diminué atteignait un point d'ébullition. La scène se préparait méticuleusement pour une collision des réalités. Je préparais la casserole de patates douces de ma grand-mère dans ma propre cuisine, ignorant totalement que le prochain dîner de Thanksgiving exigerait que je démantèle enfin le voile corporatif et que je laisse le patriarche contempler le vrai visage de son propriétaire. Thanksgiving arriva avec un gel amer balayant les montagnes rocheuses et s'installant lourdement sur la région métropolitaine de Denver. Je conduisais ma vieille Subaru dans les rues calmes, un plat de patates douces reposant sur le siège passager. Ma destination était un élégant bâtiment du centre-ville, avec des briques apparentes et de grandes fenêtres industrielles. Je me suis garé sur le parking visiteur et j'ai glissé ma voiture dans une place désignée. C'est un type d'humour très spécifique de se garer dans la section visiteur d'une propriété que l'on possède légalement. J'ai coupé le moteur et j'ai levé les yeux vers le 4e étage, derrière l'une de ces grandes vitres, ma famille se réunissait pour célébrer une fête axée sur la gratitude. Je savais que la gratitude ne serait pas au menu. J'ai traversé le hall, remarquant une légère éraflure sur la plainte que je devrais signaler à Summit Property Management lundi. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et je suis entré dans le couloir. L'odeur m'a atteinte avant même que je ne tourne la poignée en laiton de l'unité 4B. C'était l'arôme immistacable d'Evelyne desséchant une dinde au four, superposé à la douceur synthétique des bougies à la cannelle bon marché. Ma mère utilisait ces bougies pour masquer la réalité de sa surface réduite. Elle sentait le désespoir enveloppé dans la joie des fêtes. J'ai ouvert la porte et le mur de chaleur m'a frappé instantanément. Harrison réglait toujours le thermostat à un oppressant 23 degrés Celsius, une habitude tenace de ses jours à la tête d'un vaste domaine de banlieue où il pouvait se permettre de brûler de l'argent en service public. Maintenant, la même température dans une unité moderne de 2 chambres donnait l'impression d'entrer dans une couveuse. L'espace physique était suffocant. 14 membres de la famille élargie étaient entassés dans un espace de vie à air ouverte conçu pour de jeunes professionnels, pas pour une vaste réunion générationnelle. La véritable source de la claustrophobie était le mobilier de salle à manger. Harrison avait refusé de vendre sa gigantesque table à manger en acajou. Il avait entassé cet énorme meuble en bois dans l'appartement, le poussant à ras l'îlot de cuisine d'un côté et à quelques centimètres seulement du mur de l'autre. Tante, oncle et cousin étaient contraints de se faufiler et de se compresser juste pour naviguer dans la pièce. L'inconfort physique des invités reflétait parfaitement la tension émotionnelle vibrant sous la surface de la réunion. Chaque chaise grinçait inconfortablement sur le sol. Chaque geste semblait restreint. J'ai offert la casserole à ma mère. Elle l'a prise avec un sourire tendu et distrait, ses cheveux légèrement humides à cause de l'humidité de la cuisine. Elle s'est précipitée vers la cuisinière, jouant le rôle de l'hôtesse martyre submergée, essayant désespérément de maintenir l'illusion d'un grand festin dans une cuisine-galerie. J'ai navigué dans le labyrinthe des parents, échangeant de polis hochements de tête avec un cousin qui travaillait dans les assurances et une tante qui passait sa vie à acquiescer à celui qui parlait le plus fort. J'ai revendiqué ma place habituelle à l'extrémité de la table, coincé le plus près de la porte battante de la cuisine. C'était le siège désigné pour la fille invisible, la place réservée à quiconque devait débarrasser les assiettes et remplir les carafes d'eau. Je me suis assise, j'ai croisé les mains sur mes genoux, et je me suis installée dans mon rôle d'observatrice silencieuse. Harrison occupait la tête de table. Il portait une chemise impeccable et sa montre coûteuse, projetant l'aura d'un monarque régnant, malgré le fait que sa salle du trône était actuellement louée. Quand un homme perd son pouvoir tangible, il tente souvent de compenser en dominant l'espace aérien. Harrison parlait plus fort que d'habitude. Il dictait le fil de la conversation, interrompant son beau-frère pour livrer des opinions non sollicitées sur l'économie locale et les taux d'imposition des entreprises. Il riait de ses propres blagues et exigeait l'attention de chaque personne dans la pièce. Il essayait de forcer la réalité à se plier à sa volonté par le seul volume vocal. De l'autre côté de la table étaient assis Clara et son mari Vance. Clara portait un chemisier en soie et une mise en pli impeccable, jouant son rôle de magnate de l'immobilier prospère. Elle brillait pour le public, affichant un sourire éclatant et fragile, et parlant avec animation de tendances du marché qu'elle comprenait à peine. Pour l'œil non averti, elle ressemblait à l'incarnation du succès de Denver. Pour une comptable,
elle ressemblait à un avis de défaut de paiement ambulant. Vance a fourni la véritable mesure de leur situation. Il était assis à côté de sa femme, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis 6 mois. Sa peau avait une teinte pâle et grisâtre. Tandis que Clara jacassait sur la valeur esthétique des comptoirs en quartz, Vance fixait un nœud dans le bois d'acajou. Il tenait un lourd verre en cristal rempli de bourbon de qualité supérieure. Je l'ai vu finir le liquide ambré en 2 longues gorgées, puis il a immédiatement tendu la main vers la bouteille pour se servir son 3e verre avant même que la dinde ne soit coupée. Il ne parlait pas. Il ne souriait pas. C'était un homme faisant des calculs terribles et impitoyables dans sa tête, regardant les chiffres s'envoler dans le vide. Le repas commença avec un claquement chaotique d'argenterie contre la porcelaine fine. Les plats furent passés sur la table surdimensionnée, les coudes heurtant les verres de vin dangereusement près de basculer. La pendule grand-père, une autre relique sauvée de l'ancien domaine et entassée dans le coin du salon, tic-taquait avec un rythme lourd et métronomique. Tic, tic, tic. Cela ressemblait à un compte à rebours. Harrison découpa la viande sèche et distribua les portions. Dès que les assiettes furent pleines, il leva son verre de vin et le frappa avec un couteau en argent. Le son de la clochette commanda un silence immédiat. Les 14 convives cessèrent de mâcher et tournèrent leur attention vers le patriarche. Harrison n'offrit pas un toast traditionnel sur la santé familiale ou la gratitude des fêtes. Il utilisa le moment pour valider son propre héritage par procuration. Il tourna son regard directement vers Clara, la poitrine gonflée d'une fierté imméritée. « Levons nos verres à ma plus jeune fille », proclama-t-il, sa voix de baryton emplissant l'appartement exigu. Clara montre à tous comment faire. Elle possède le véritable instinct Eugène pour le marché. 3 propriétés avant son 30e anniversaire, elle bâtit un empire et prouve que les risques audacieux procurent de magnifiques récompenses. Clara rayonna, absorbant les éloges comme une terre assoiffée absorbe la pluie. Elle murmura un modeste « merci », jouant la gagnante gracieuse. Plusieurs tantes et oncles levèrent leurs verres, murmurant leurs félicitations. Personne ne regarda Vance, qui prit une autre longue gorgée de son bourbon, sa mâchoire serrée si fort que le muscle tressautait visiblement sous sa peau. Personne ne regarda Evelyne, qui fixait sa sauce coagulée avec une expression vide et épuisée. Et personne ne me regarda. J'étais assise dans mon coin près de la porte de la cuisine, mâchant un morceau de dinde sèche. Je sentais la chaleur suffocante de la pièce, l'odeur de cire brûlée des bougies à la cannelle, et j'écoutais le tic-tac régulier de la pendule grand-père. Je regardais mon père porter un toast à une fille qui se noyait dans des dettes toxiques pendant qu'il était assis sous un toit financé par la fille qu'il considérait comme un échec. L'air dans la pièce s'épaississait, saturé de vérités non dites et d'arrogance performative. Harrison abaissa son verre et balaya les visages de ses invités, se nourrissant de leurs sourires polis. Il était ivre du son de sa propre autorité. Il se sentait invincible à ce moment-là, convaincu que son récit de succès était intact. Il ne réalisait pas que la fondation sous ses pieds n'était pas la sienne. Il ne savait pas que la scène sur laquelle il se tenait appartenait entièrement à la femme assise tranquillement dans l'ombre. Il prit une longue gorgée de son vin, s'éclaircit la gorge, et détourna les yeux de Clara, cherchant une nouvelle cible pour élever son fragile ego. Son regard dériva le long de la table en acajou, balayant les cousins et les tantes jusqu'à ce qu'il se pose directement sur moi. La vraie performance était sur le point de commencer. Ses yeux cessèrent de balayer la pièce et me trouvèrent assise à l'extrémité de la table étroite. L'air dans l'espace exigu de la salle à manger devint instantanément lourd. Harrison avait besoin d'un paratonnerre pour décharger l'électricité statique de ses propres échecs secrets. J'étais la cible désignée. Il posa ses avant-bras sur la table et se pencha en avant, s'assurant que sa voix atteindrait chaque coin de l'unité 4B. Toujours locataire, Odette ? Il livra la question comme un maillet frappant un bloc de bois. Ce n'était pas une véritable question. C'était une accusation calculée. Il n'attendit pas ma réponse car ma réponse était hors de propos pour sa performance. Il parlait à la pièce, m'utilisant comme un artifice rhétorique pour élever sa propre stature fragile. « Ta sœur possède 3 maisons », annonça-t-il, projetant sa voix de baryton sur le léger tintement silencieux de l'argenterie. Clara est en train de bâtir un empire sur un marché difficile. Elle possède la détermination des Eugènes. Tu as 38 ans et tu n'as rien à montrer de ta vie. Tu es une honte pour ce nom de famille. Je tournai mon regard vers Evelyne. Ma mère poussait une portion de haricots verts sur son assiette avec le bord de sa fourchette.
Elle hocha la tête d'un mouvement lent et rythmique, validant la cruauté de son mari sans avoir à prononcer un mot. Evelyn avait passé 4 décennies à fonctionner comme une chambre d'écho, ne reflétant que ce qu'Harrison voulait entendre. Défendre sa fille aînée aurait exigé de s'opposer au patriarche, et elle manquait de la force d'âme pour ce genre de confrontation. Elle préférait la fausse paix de la conformité au devoir de protection. Je n'attendais rien de moins d'elle. Les autres invités se figèrent sur leurs chaises. Mon cousin David trouva soudain les coutures de sa serviette en tissu fascinantes. Ma tante Sarah fixa intensément le centre de table florale, tentant de se fondre dans les feuilles artificielles. Personne n'offrit un mot de défense. Dans les structures familiales toxiques, les spectateurs apprennent qu'intervenir ne fait que diriger le regard des prédateurs vers eux-mêmes. Ils échangèrent ma dignité contre leur propre sécurité. Même Vance prit une autre longue gorgée de son bourbon, fixant droit devant lui et masquant sa panique financière avec de l'alcool. L'isolement était conçu pour m'écraser. Harrison voulait me voir rapetisser sous le silence collectif de nos proches. Il voulait que je baisse la tête et montre la honte qu'il estimait que je méritais. J'ai pris ma fourchette et coupé un morceau de dinde sèche. Je l'ai mis dans ma bouche et j'ai mâché lentement. La viande avait un goût de poussière et de sauge brûlée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai regardé mon père avec le détachement clinique d'un auditeur bancaire examinant un registre frauduleux. Quand on passe une décennie à bâtir une forteresse de souveraineté financière, les insultes d'un homme qui se noie ne percent pas la peau. Elles ne font qu'exposer son désespoir. Harrison projetait sa profonde honte sur moi. Il était un locataire assis dans un appartement qu'il ne possédait pas, essayant de m'humilier pour un mode de vie qu'il vivait actuellement. Il était terrifié par sa propre situation réduite, alors il s'en prenait à la personne qu'il supposait être en dessous de lui. L'ironie était si riche qu'elle était palpable dans l'air chauffé. Mon manque de détresse visible l'exaspérait. Un tyran a besoin d'une réaction pour valider son pouvoir. Lorsque vous lui refusez une réaction, il est contraint d'escalader. Harrison repoussa légèrement sa chaise, créant plus d'espace physique pour porter son coup final. Il leva le menton, tentant d'avoir l'air royal et autoritaire. J'ai parlé avec un avocat en planification successorale, mentit-il, sa voix tendue d'une autorité fabriquée. Étant donné le contraste frappant dans vos choix de vie, je suis en train de réviser mon testament. Je laisserai tout ce qui reste de mes biens entièrement. L'obscénité de la menace était à couper le souffle. Harrison n'avait plus de succession à distribuer. Il avait épuisé la valeur nette de sa maison pour financer les entreprises immobilières vouées à l'échec de sa plus jeune fille. Il vivotait avec une maigre indemnité de départ et sa sécurité sociale, s'accrochant à une montagne de dettes invisibles. Il menaçait de me déshériter d'un royaume fait de cendres et de promesses vides. Mais il avait besoin que je valide l'illusion. Il avait besoin que je me soumette à son sceptre imaginaire. Il pointa un doigt le long de la table en acajou. « Je veux t'entendre l'admettre, Odette, » exigea-t-il. « Je veux que tu regardes ta sœur et que tu reconnaisses qu'elle a gagné sa place. Je veux que tu dises à voix haute que tu as échoué pendant qu'elle a réussi. Tu lui dois ce respect. » La pièce retint son souffle. La pendule grand-père dans le coin tic-taquait d'un jugement mécanique lourd, marquant les secondes. La chaleur dans l'appartement était oppressante, pressant contre les vitres et contre le silence. Clara se redressa, ajustant le col de son chemisier en soie, se préparant à accepter ma reddition forcée. Elle affichait une expression d'impatience avide, désirant la validation que ses comptes bancaires en ruine ne pouvaient pas lui offrir. Elle voulait que je la couronne victorieuse. Tout le monde attendait que ma voix se brise. Ils attendaient que je repousse la table, que je sorte en trombe de l'appartement ou que j'éclate en sanglots, comme je l'avais fait à 25 ans, assise dans ma voiture sous la pluie. Ils s'attendaient à ce que le scénario familier du drame familial Eugène se déroule comme prévu. Ils croyaient que j'étais piégé dans mon rôle désigné de bouc émissaire, lié par leurs règles et leurs perceptions. J'ai avalé ma bouchée de dinde. J'ai posé ma fourchette parallèlement à mon couteau, les alignant parfaitement sur le bord de mon assiette en porcelaine. J'ai regardé le plafond au-dessus de la tête d'Harrison, notant la texture lisse du plaque-au-plâtre et le luminaire encastré que j'avais autorisé à installer il y a 3 ans. J'ai regardé les plaintes que je payais pour entretenir et les fenêtres à double vitrage que je gardais assurées contre les rudes hivers de Denver. Il tentait de me bannir de son royaume imaginaire alors qu'il était littéralement assis dans ma réalité tangible. Il était un invité dans une structure que je possédais, exigeant un loyer sous forme de mon estime de soi.
J'ai croisé les mains sur mes genoux. J'ai maintenu une expression calme et impassible. Je ne lui ai donné qu'un regard plat et illisible. La dynamique de pouvoir dans cette salle à manger était une illusion d'optique. Je détenais tout le pouvoir, et il détenait des menaces vides. Je n'avais pas besoin de crier pour défendre mon honneur. Je n'avais pas besoin de lister mes biens ou d'expliquer les taux de capitalisation à une pièce pleine de gens déterminés à me mal comprendre. Je suis resté assise dans la chaleur inconfortable de l'unité 4B, entouré de l'odeur de bougies à la cannelle bon marché, et j'ai regardé un homme creuser sa propre tombe avec un enthousiasme arrogant. Je n'avais pas besoin de crier car la réalité s'apprêtait à parler en mon nom. Il fallait juste que j'attende que le système délivre le message. Le silence qui a suivi la demande d'Harrison n'était pas seulement l'absence de son. C'était une entité physique, une couverture lourde et suffocante jetée sur la table à manger bondée. 14 personnes sont restées immobiles, piégées dans la gravité oppressive de son arrogance. Il venait d'exiger que moi, une femme de 38 ans, regarde ma sœur et confirme verbalement ma propre inutilité comme condition pour recevoir un héritage inexistant. Il s'attendait à la soumission. Il s'attendait à ce que la dynamique familière du foyer Eugène se déroule, où il émettait un décret et je me repliais sur moi-même pour accommoder son ego. Je vous demande, avez-vous déjà vu quelqu'un creuser sa propre tombe et lui avoir poliment tendu une pelle plus grande? C'est exactement ce que je faisais. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai posé mes mains à plat sur la surface en acajou poli, reflétant le détachement clinique que j'utilisais lors de l'examen d'un audit particulièrement désordonné. Je ne lui ai rien offert. Ni larmes, ni colère, ni défense. Je suis devenu un mur blanc, le forçant à se tenir seul face à l'absurdité de sa propre performance. Mon manque de réaction a perturbé son rythme. Un tyran se nourrit de la détresse de sa cible. Lorsque la cible refuse de saigner, le tyran commence à mourir de faim. Harrison se pencha en avant, son visage virant à une teinte de rouge plus foncé. Les veines de son cou devinrent plus prononcées. Il ouvrit la bouche, se préparant à escalader, se préparant à monter le volume jusqu'à ce que je craque. Il avait besoin que je craque. Il avait besoin de la validation de ma douleur pour apaiser la honte brûlante de sa propre ruine financière. Au moment où il inspira pour lancer sa prochaine salve, mon téléphone vibra. Ce n'était pas un tintement subtil ou un bref bip. C'était une forte et longue vibration contre le bois massif de la table. Le son déchira le silence épais, surprenant tout le monde dans la pièce. Mon cousin David a réellement tressailli. L'appareil était posé à droite de mon assiette, juste à côté du verre d'eau. L'écran s'illumina, traversant l'atmosphère sombre et surchauffée de l'unité 4B. J'ai reconnu le son de notification immédiatement. C'était l'alerte personnalisée que j'avais configurée pour l'application de gestion Summit. Le premier du mois apportait souvent une avalanche de rapports automatisés, mais il s'agissait d'une alerte spécifique et complète. C'était le système qui complétait sa réconciliation finale pour le cycle de facturation actuel. J'ai jeté un coup d'œil, sans bouger la tête, me contentant de baisser les yeux vers le rectangle lumineux. La notification push s'affichait clairement sur l'écran de verrouillage. Résumé de la collecte de loyer mensuel. Novembre Pinrest Holdings. 32 unités sur 32 traités. J'ai absorbé les données en une fraction de seconde. Chaque propriété du portefeuille fonctionnait exactement comme prévu. Le flux de trésorerie était sécurisé. Ma forteresse financière restait imprenable. Les chiffres confirmaient ma réalité, rendant l'homme qui criait à l'autre bout de la table entièrement impuissant. Je n'ai pas pris le téléphone. Je ne l'ai pas déverrouillé pour voir le détail. J'ai simplement tendu un doigt et doucement poussé l'appareil pour qu'il repose face contre terre sur la nappe. L'écran s'est éteint, replongeant l'espace immédiat dans la faible lueur des bougies à la cannelle bon marché. J'ai remis mes mains sur mes genoux et j'ai regardé Harrison, mon expression inchangée. L'acte d'ignorer la notification était un geste calculé. Dans l'univers de mon père, un téléphone qui sonne ou un message entrant était une occasion de démontrer son importance. Quand il était cadre logistique, il interrompait les dîners de famille pour répondre à des appels de son équipe, aboyant bruyamment des ordres pour prouver son indispensabilité. Il s'attendait à ce que tout le monde laisse tomber ce qu'il faisait pour répondre aux exigences urgentes des affaires. En rejetant une alerte commerciale flagrante, je communiquais que tout ce qui se passait sur cet écran était routinier, géré et pas aussi important que la conversation que nous subissions actuellement.
Mais pour Harrison, mon renvoi était une insulte. C'était un rejet de l'attention qu'il avait tant travaillé à cultiver. Il voulait que je sois entièrement concentré sur sa colère. Le téléphone qui bourdonnait était une distraction, et mon refus calme d'y répondre le mit en rage. Cela soulignait son propre manque de pertinence. C'était un homme sans bureau, sans personnel, sans portefeuille à gérer. Il n'avait rien d'urgent à faire, et me voir ignorer nonchalamment une notification entrante déclencha une profonde insécurité primitive. « Range ça, Odette », claqua-t-il, sa voix acérée et rauque. « Elle a décence d'être présente quand je te parle. Tu es incroyablement irrespectueuse. » Il projetait sa propre anxiété sur mon appareil. Il avait besoin d'exercer un contrôle sur quelque chose, n'importe quoi, pour rétablir sa domination dans la pièce. Il ne pouvait pas contrôler ses comptes bancaires. Il ne pouvait pas contrôler la dette de Clara qui s'emballait, mais il croyait pouvoir encore contrôler l'espace physique autour de la table à manger. Il s'attendait à ce que je prenne le téléphone et le fourre dans ma poche, en m'excusant pour l'interruption. Je ne bougeais pas. Je maintenus mon regard stable et illisible. « Je suis présente, Harrison, dis-je, gardant un ton parfaitement neutre. J'écoute tout ce que tu as à dire. » L'utilisation de son prénom était délibérée. C'était un subtil démantèlement de son autorité paternelle. Je ne l'avais pas appelé « papa » depuis plus d'une décennie, mais prononcer son nom à voix haute devant la famille élargie était une déclaration formelle d'indépendance. Evelyne haleta doucement, sa main se portant à sa bouche. Vance leva les yeux de son bourbon, ses yeux se plissant alors qu'il reconnaissait le changement dans la dynamique de pouvoir. Le visage d'Harrison se tordit. Le manque de respect perçu brisa la dernière tenue de sa colère. Il ne supportait pas mon défi calme. Il avait besoin d'affirmer physiquement sa domination. Il repoussa sa chaise, la patte raclant bruyamment le parquet. Il tendit le bras à travers la table, son bras passant au-dessus de la dinde rôtie et de la saucière figeante. « Donne-le-moi » exigea-t-il, ses doigts s'emparant de l'appareil sur la nappe avant même que je ne puisse en comprendre l'intention. « Tu vas t'asseoir là et écouter jusqu'à ce que j'ai fini avec toi. » Il saisit le téléphone avec l'agressivité maladroite d'un homme qui sent son autorité lui échapper. C'était un geste territorial primal. Il avait l'intention de prendre l'appareil en otage pour ramener toute mon attention sur son monologue. Il avait l'intention de me gronder comme une adolescente récalcitrante, me traitant comme si je n'avais aucune autonomie dans ma propre vie. Il s'attendait à ce que le téléphone reste un rectangle sombre et silencieux dans sa paume. Il partait du principe que l'appareil appartenait à la fille invisible et en difficulté qu'il m'avait toujours perçue. Il croyait que le téléphone ne contenait que des messages textes banals ou des mises à jour insignifiantes des réseaux sociaux. Il n'avait aucune idée qu'il tenait les clés du royaume. Alors que ses doigts agrippaient le boîtier lisse, les capteurs de mouvement s'activèrent. L'écran sortit de son état dormant, éclatant en une lumière vive et impitoyable. Harrison avait l'intention de simplement mettre l'appareil dans sa poche ou de le jeter sur le buffet, mais l'illumination soudaine attira son regard. Il baissa les yeux, incapable de résister à l'instinct de regarder un écran lumineux. L'écran de verrouillage affichait toujours la notification non lue de Summit Management, mais parce qu'il tenait le téléphone droit, le logiciel de reconnaissance faciale échoua, demandant un code d'accès. Cependant, la bannière de notification restait visible, affichant le texte récapitulatif. Il plissa les sourcils, son front se ridant alors que son cerveau tentait de traiter des informations qui contredisaient tout ce qu'il croyait être vrai. Il vit les mots Pinrest Holdings. Il vit les mots résumés de la collecte de loyer. Il vit le nombre 32. La tension dans l'unité 4B se comprima en un seul point agonisant. 14 personnes regardèrent le patriarche se figer en plein mouvement. L'air dans l'appartement semblait aussi épais que du béton. Il avait tendu le bras à travers la table pour m'humilier, pour affirmer sa dernière mesure de contrôle, et au lieu de cela, il avait ramassé l'instrument même de sa propre destruction. Il tenait le registre numérique de son propriétaire, et la réalisation était sur le point de le frapper comme un coup physique. L'acte physique de confisquer l'appareil fut remarquablement maladroit. Harrison tendit le bras à travers la table à manger exiguë, son avant-bras frôlant la casserole de patates douces, et arracha le téléphone de la surface en acajou poli. Il se déplaça avec la force brute d'un homme habitué à prendre tout ce qu'il désirait sans demander permission. Mon pouce était posé près du bord inférieur de l'écran. Alors que ses doigts s'enroulaient autour du boîtier et secouaient l'appareil vers l'avant, le capteur biométrique enregistra mon empreinte.
Le protocole de sécurité contourna entièrement l'écran de verrouillage. La notification de résumé disparut, remplacée immédiatement par le tableau de bord opérationnel en direct de Summit Property Management. J'ai assisté à des audits financiers épuisants et à des réunions de conseil d'administration hostiles, mais je n'ai jamais vu le temps se dilater comme il l'a fait dans cette salle à manger. Le moment de l'exécution a duré exactement 11 secondes. J'ai compté chacune d'elles dans ma tête, suivant la destruction lente et agonisante de la vision du monde d'un patriarche. Harrison a passé 3 décennies en tant que cadre logistique. Il a bâti sa carrière en analysant des manifestes de chaînes d'approvisionnement complexes, des calendriers de fret et des marges bénéficiaires. Il savait digérer instinctivement des colonnes de données. Il ne lisait pas comme un observateur occasionnel faisant défiler un fil de médias sociaux. Il cherchait les anomalies, cherchant le maillon brisé dans une chaîne. Quand il a rapproché le téléphone de son visage, s'attendant à trouver une distraction qu'il pourrait dévaloriser, ses yeux ont parcouru le registre numérique avec cette même minutie d'entreprise. L'interface de l'application de gestion est austère et utilitaire. Elle présente un fond blanc stérile bordé d'une barre de navigation vert foncé. Il n'y a pas de graphique distrayant, seulement des lignes géométriques de vérité financière. La première chose qu'il a vue fut la liste principale des propriétés résidentielles. Il a vu des adresses de rues s'étendant sur les quartiers les plus lucratifs de la région métropolitaine de Denver. Il a vu le volume pur du portefeuille présenté en texte noir impitoyable. 32 unités distinctes générant des revenus mensuels fiables. 4 secondes se sont écoulées. Son pouce a parcouru l'écran. C'était une action réflexe, un désir subconscient de faire défiler jusqu'en bas et de trouver le dénouement. Il croyait que c'était un canular élaboré. Il supposait qu'il regardait un article que je lisais ou une feuille de calcul théorique appartenant à quelqu'un d'autre. Il a glissé vers le bas, regardant les adresses s'estomper et se stabiliser. Il a vu des codes postaux familiers. Il a vu des chiffres de loyer au prix du marché allant de $1,800 à $3,000 par porte. 6 secondes se sont écoulées. Le défilement s'est arrêté. Son pouce a plané au-dessus de l'écran, paralysé par un bloc de texte spécifique. Il avait atteint la liste du centre-ville. Il regardait les détails de la propriété pour l'immeuble en briques apparentes que nous occupions actuellement. L'adresse de la rue sur l'écran correspondait parfaitement aux chiffres en laiton montés à l'extérieur des portes du hall en bas. 8 secondes se sont écoulées. Il a trouvé la ligne pour l'unité 4B. Il a lu les données renseignées dans la colonne locataire, Eugène H&E. Il a suivi ses yeux jusqu'à la colonne de paiement adjacente, $2,600. C'était le montant exact qu'il avait autorisé à transférer depuis son compte de retraite diminué 3 jours auparavant. À côté du montant en dollars, un indicateur de statut brillait d'un cercle vert vif et indéniable contenant le mot payé. 10 secondes se sont écoulées. La dissonance cognitive est un mécanisme de défense puissant. Son cerveau tentait frénétiquement de rejeter les données entrantes. Il avait besoin d'une explication rationnelle qui préserverait son ego. Il a probablement raisonné que j'étais une administratrice de bas niveau employée par la société de gestion immobilière. Il a supposé que j'apportais du café aux vrais investisseurs et que j'avais simplement ouvert mon compte professionnel à table. Il cherchait une confirmation de mon statut subordonné. Il a levé les yeux, s'éloignant de son propre paiement de loyer, cherchant le bloc d'en-tête qui dictait la hiérarchie de l'application. 11 secondes, il a trouvé les données fixes en haut de l'écran. Propriétaire Pinrest Holdings, LLC, contact principal, Odette Eugène. La réaction physiologique fut immédiate et viscérale. Le teint Rubicon et confiant qui avait coloré ses joues pendant son monologue vantard s'est évaporé. Le sang a fui de sa peau, laissant derrière lui une pâleur maladive et cendrée. La veine proéminente près de sa tempe, qui battait d'une colère juste quelques instants auparavant, s'est aplatie et s'est immobilisée. Sa mâchoire s'est relâchée, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Les inspirations courtes et haletantes qui accompagnaient habituellement ses crises de colère ont cessé entièrement. Il a arrêté de respirer. Il retenait l'air dans ses poumons comme si l'expiration pourrait solidifier la réalité de l'écran lumineux. Il ressemblait à un homme qui avait marché sur le trottoir et réalisé trop tard que le sol sous lui avait disparu. Le silence à table se transforma d'une tension inconfortable en une peur palpable et oppressante. 14 invités restèrent immobiles, regardant le patriarche de la famille se pétrifier. Il s'était préparé à une scène de cris. Il s'attendait à ce qu'Harrison jette le téléphone à travers la pièce ou prononce une réprimande verbale écrasante.
Ils étaient totalement impréparés à sa paralysie soudaine et terrifiés. Le contraste était saisissant. Moins d'une minute auparavant, il était un monarque régnant, menaçant bruyamment de me déshériter, et se vantant de l'empire imaginaire de Clara. Maintenant, il était une coquille vide, fixant un appareil qui venait de l'informer qu'il subventionnait financièrement la fille qu'il avait publiquement déshonorée. Clara a remarqué le changement d'attitude de son père en premier. Elle était profondément sensible à ses humeurs, dépendant de son approbation pour alimenter ses propres illusions de grandeur. Elle s'est penchée en avant, son chemisier en soie se froissant, s'attendant à ce qu'il déchaîne sa colère sur moi. Quand il est resté figé, un éclair de confusion sincère a traversé son visage. Elle a regardé le téléphone dans sa main, incapable de comprendre ce qui pouvait bien faire taire l'homme le plus bruyant qu'elle connaissait. Vance a observé la scène se dérouler avec la clarté épuisée d'un souscripteur chevronné observant un appel de marge. Il ne savait pas ce qu'il y avait sur l'écran, mais il a reconnu la manifestation physique de la ruine financière. Il a regardé son beau-père rapetisser, perdant des centimètres de stature en quelques secondes. Le lourd verre en cristal de Bourbon dans la main de Vance est resté parfaitement immobile. Il n'a pas pris une gorgée. Il a simplement attendu l'effondrement inévitable. Evelyne se tenait dans l'embrasure de la cuisine, le torchon humide toujours serré dans ses mains. Elle possédait un instinct de survie aiguisé par des décennies à apaiser un homme arrogant. Elle sentait que la structure fondamentale de sa vie était en train de changer, bien qu'elle ne puisse pas en identifier la cause. Ses yeux passaient d'Harrison à moi, cherchant un indice sur la façon de réagir. J'étais assise à l'extrémité de la table étroite, flanquée d'un cousin silencieux et de la porte battante de la cuisine. Je n'ai pas changé ma posture. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux. Je n'ai pas offert un sourire suffisant ou un regard de triomphe. Je n'ai offert rien d'autre qu'un regard plat et clinique. L'ironie imprégnait la chaleur suffocante de l'unité 4B. L'homme qui tentait de me bannir de son héritage tenait la preuve indéniable que je pouvais l'expulser en quelques touches de clavier. Il payait le toit au-dessus de sa propre tête en déposant de l'argent directement sur mon compte d'exploitation professionnelle. Le capital qu'il m'avait refusé pour mon éducation. Les ressources qu'il avait détournées pour financer la dette toxique de Clara avaient été méthodiquement remplacées par ses propres chèques de loyer mensuels. Il n'était pas un roi. Il était mon locataire, et la prise de conscience était en train de l'écraser sous son poids immense et inéluctable. Le silence ne pouvait s'étirer que si loin avant que la pression n'exige une libération. Clara l'a fourni. Elle possédait un radar pour le déplacement de l'attention, et le vide actuel dans la pièce la rendait profondément mal à l'aise. Elle s'attendait à ce qu'Harrison crie mes défauts au plafond. Au lieu de cela, son père ressemblait à une coquille creuse fixant un morceau de verre. Clara se pencha sur la table en acajou, son chemisier de soie bruissant contre le bois. « Papa, qu'est-ce que tu regardes » exigea-t-elle. Sa voix avait une tonalité aiguë et fragile. « Qu'est-ce qu'elle t'a montré » Harrison ne lui répondit pas. Il ne pouvait pas former les mots. Le cadre architectural de sa fierté venait de s'effondrer, le laissant sans vocabulaire pour expliquer les débris. Il abaissa lentement son bras. Il posa le téléphone sur la table. L'appareil toucha le bois. Un double clic distinct résonna dans l'espace de la salle à manger silencieuse. Cela sonnait comme un pêne dormant se refermant. Il retira sa main du boîtier comme si le métal s'était soudainement transformé en fer chaud. Il garda les yeux fixés sur la nappe, refusant de regarder Clara, refusant de regarder ses invités, et surtout, refusant de me regarder. Je me suis avancé et j'ai récupéré mon appareil. Mes mouvements étaient fluides et sans hâte. J'ai pris le téléphone, verrouillé l'écran, le rendant à nouveau sombre, et l'ai glissé en douceur dans la poche de mon cardigan. Je n'ai pas soupiré. Je n'ai pas offert un sourire victorieux. J'ai maintenu la respiration mesurée d'une femme qui avait passé 13 ans à apprendre à maîtriser son propre pouls. Les 14 parents assis autour de la table se penchaient inconsciemment, attirés par la gravité d'un désastre inexpliqué. Ils attendaient que quelqu'un traduise la défaite soudaine émanant du patriarche. Je les ai obligés. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé avec la cadence clinique et neutre d'un auditeur d'entreprise présentant les conclusions d'un examen trimestriel. Je suis propriétaire de ce bâtiment, annonçai-je. Les mots planaient dans la chaleur suffocante de l'unité 4B, claire et dépourvue de toute inflexion émotionnelle. Je le possède depuis 4 ans. Vous êtes mes locataires.
La déclaration tomba sur la table à manger comme un poids physique. J'ai observé la compréhension se propager parmi les invités. Mon cousin David se figea, son verre d'eau à mi-chemin de sa bouche. Ma tante Sarah cligna rapidement des yeux, essayant de concilier la comptable sans marque assise dans le coin avec la propriétaire d'un bien immobilier haut de gamme du centre-ville. Ils traitèrent la réalisation qu'ils étaient en train de dîner de Thanksgiving dans un appartement financé par la femme même qu'Harrison venait de dénigrer pendant 20 minutes. Clara réagit avec la vitesse d'un animal acculé. Toute sa vie, son identité reposait sur la conviction fondamentale qu'elle était la sœur supérieure. Elle avait besoin de mon échec pour valider son succès. Si je possédais une propriété commerciale de plusieurs millions de dollars, son récit d'exception était une fraude. Son esprit rejeta instantanément les données. Tu mens, claqua-t-elle, sa voix montant à un ton strident. Tu ne possèdes rien au centre-ville. Tu fais des déclarations fiscales, Odette. Tu vis à Aurora. Tu essaies d'embarrasser papa parce que tu es jalouse. Je gardais mes mains posées tranquillement sur mes genoux. Je ne mens pas, Clara. L'entité de gestion est Pinrest Holdings. Tu peux vérifier la base de données publique du bureau du greffier du comté demain matin si tu as besoin d'une vérification indépendante. L'acte est enregistré. Son déni se transforma rapidement en une victimisation désespérée et frénétique. Elle réalisa que l'affirmation pourrait être authentique, elle devait donc instrumentaliser le contexte. Si je possédais le bâtiment, je devais l'avoir acquis par des moyens sournois pour infliger de la douleur à nos parents. Tu les as traqués, accusa-t-elle, pointant un doigt manucuré à travers la table. Tu as découvert qu'ils devaient vendre la maison et tu as acheté cet endroit juste pour les piéger. Tu as monté ça pour les humilier? Quel genre de personne malade force ses propres parents à lui payer un loyer? Sa logique était frénétique et pleine de trous, mais c'était le seul mécanisme de défense qu'elle possédait. Elle avait besoin de me présenter comme une méchante prédatrice pour préserver le statut de victime honorable de son père. Je la fis taire avec l'application chirurgicale de fait froid. J'ai acheté cette propriété 2 ans avant que papa ne prenne sa retraite anticipée, expliquai-je, gardant mon ton entièrement conversationnel. Je ne les ai pas recrutés. Ils ont soumis une demande de location par l'intermédiaire de Summit Property Management. La société de gestion utilise un processus de sélection aveugle. Ils évaluent les codes de crédit, la vérification des revenus et l'historique de location. Le système ne signale pas les relations familiales. Je laissai mes yeux passer de Clara à Harrison, qui fixait toujours la nappe. La demande a été acheminée vers mon tableau de bord pour approbation finale en raison du niveau de luxe de l'unité, continuai-je. J'ai reconnu les noms. J'avais un choix à faire. J'aurais pu rejeter la demande et les forcer à trouver un logement dans un quartier moins désirable. J'aurais pu offrir une réduction familiale. Au lieu de cela, j'ai choisi la neutralité. J'ai laissé le système traiter les documents. Ils ont signé un bail standard de 12 mois. Ils paient exactement le prix du marché. Je ne suis jamais intervenu. Je n'ai jamais modifié les termes. Je ne fais que collecter les revenus. La pure indifférence de la transaction frappa Clara plus durement que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Elle voulait une confrontation dramatique. Elle voulait croire que je nourrissais une obsession profonde et bouillonnante de détruire nos parents. La réalité que je les voyais comme rien de plus que des lignes sur une feuille de calcul, de simples points de données générant un rendement mensuel, était une mort de l'ego qu'elle ne pouvait pas traiter. « Tu es malade », murmura Clara, sa voix tremblante. « Tu le laisses s'asseoir ici et te parler comme ça pendant que tu prends son argent. » « C'est lui qui a choisi comment me parler, Clara, » répondis-je. « Moi, j'ai seulement choisi où déposer le chèque. » La famille élargie resta dans un silence paralysé. La dynamique de pouvoir qui avait défini le foyer Eugène pendant 38 ans s'évapora dans l'odeur de cannelle brûlée et de dinde sèche. L'illusion d'Harrison en tant que pourvoyeur infaillible et figure d'autorité ultime se dissipa. Il n'était pas le roi du château. Il n'était qu'une signature sur ma liste de loyers. Evelyne se tenait dans l'embrasure de la cuisine, son torchon à la main. Elle regardait le tissu de coton délavé comme si elle avait oublié à quoi il servait. Toute sa stratégie de survie impliquait d'apaiser un homme puissant. Elle avait permis sa cruauté envers moi parce qu'elle croyait que sa faveur offrait une sécurité. Maintenant, elle réalisait qu'elle avait passé 4 décennies à s'assurer une place sur un navire qui coulait tout en aliénant activement la personne qui possédait le port. Elle ne parlait pas.
Elle se contentait de fixer la serviette, ses fondations entièrement ébranlées. La tension dans la pièce cherchait un nouveau vaisseau. Clara n'avait pas réussi à rallier les invités à sa défense. Ces accusations frénétiques n'avaient fait que cimenter la vérité de ma propriété. Elle regarda autour de la table, désespérée de trouver un allié, cherchant quiconque pour valider son indignation et restaurer sa notoriété évanouie. Ses yeux se posèrent sur son mari. Vance n'avait pas bougé pendant tout l'échange. Il était assis à côté de sa femme, irradiant une énergie sombre et lourde. Il avait consommé son bourbon en silence, regardant le patriarche s'effondrer et l'enfant chéri paniquer. Il connaissait les profondeurs de la tromperie financière de Clara. Il savait que les prêts hypothécaires à taux variable les étouffaient, et il savait que la sœur discrète assise dans le coin venait d'exécuter un échec et mat impeccable. Clara tendit la main et saisit son bras. « Vance, dis-lui qu'elle est folle, supplia-t-elle. Dis-leur que c'est une manière dégoûtante de traiter sa famille. » Vance abaissa lentement son verre de cristal sur la table. La glace bougea contre le verre. Il ne regarda pas sa femme. Il me regarda directement et un sourire lent et amer se forma sur ses lèvres. L'étincelle avait enfin atteint le baril de poudre. Clara ne pouvait pas absorber l'indifférence. Elle avait besoin que je sois la méchante de son récit parce que l'alternative était de faire face à sa propre insuffisance. Elle serra le bord de la table à manger, ses phalanges blanchissant. La couleur qui montait à ses joues n'était plus la rougeur d'une fausse confiance. C'était la chaleur frénétique d'un ego en train de s'effondrer. « Tu es tellement jalouse », cracha-t-elle, sa voix résonnant sur les cloisons sèches. « Tu t'assois là dans tes vêtements bon marché, prétendant que tu t'en fiches, mais tu en es malade. Tu as acheté cette ruine juste pour te sentir supérieur parce que tu sais que tu n'auras jamais ce que j'ai. Tu n'auras jamais 3 vraies maisons. Tu n'auras jamais un vrai portefeuille. Tu n'es qu'une triste comptable solitaire qui joue au propriétaire. » Elle hyperventilait maintenant, jetant ses derniers atouts sur la table, espérant que l'énorme volume de ses affirmations noirait le fait indéniable de ma propriété. Elle s'appuyait lourdement sur le concept de ces 3 maisons. C'était son bouclier. C'était l'identité qu'Harrison avait financée. La pendule grand-père tic-taquait, marquant les secondes de sa performance hystérique. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas souligné la faille dans sa logique. Je savais que l'intégrité structurelle de son portefeuille était compromise. Et je savais aussi que je n'avais pas besoin d'être celle qui le démolirait. L'équipe de démolition était assise juste à côté d'elle. Vance était resté un élément silencieux lors de ses dîners de famille pendant des années. C'était un homme qui absorbait les illusions de sa femme parce que la contredire signifiait affronter la colère d'Harrison Eugène. Il avait sacrifié sa propre dignité professionnelle pour maintenir la paix dans un foyer qui mesurait la valeur en superficie et en dette à effet de levier. Il évaluait les risques financiers pour vivre, et il avait vu sa propre famille franchir le seuil de l'insolvabilité des mois auparavant. Il abaissa lentement son verre en cristal sur la table. La glace bougea contre le verre. Il ne regarda pas sa femme. Il me regarda directement et un sourire lent et amer se forma sur ses lèvres. L'étincelle avait enfin atteint le baril de poudre. 4 bourbons plus tard et épuisé par la performance incessante, Vance décida que la pièce était terminée. Les lumières de la scène s'éteignaient et les accessoires étaient démontés. « Dis-leur la vérité, Clara, dit-il. » Sa voix était calme. Il ne cria pas. Il ne s'aligna pas sur sa voix hystérique. Il parla avec l'épuisement lourd et plat d'un homme qui a porté un cadavre pendant des kilomètres et qui décide enfin de laisser tomber le corps. Clara tourna brusquement la tête vers lui, les yeux écarquillés par une panique soudaine. « Vance, tais-toi » siffla-t-elle. « Ne fais pas ça maintenant. » Il l'ignora. Il regarda le long de la table en acajou, balayant du regard les cousins stupéfaits et les tantes silencieuses jusqu'à se poser sur Harrison. Le patriarche fixait toujours la nappe, tentant de digérer sa propre expulsion de la réalité. « Parle à ton père de ton vrai portefeuille, Clara, continua Vance, son ton conversationnel mais teinté de venin. Parle-lui de l'empire que tu as bâti. »« Vance, s'il te plaît, » supplia Clara, sa voix se brisant. Ses mains se portèrent à sa bouche, un reflet du geste habituel de détresse de sa mère. Il ne s'arrêta pas. Il était une digue qui cède, libérant des mois de panique refoulée. Elle ne possède pas 3 maisons, annonça Vance à la pièce silencieuse. La banque possède 3 maisons.
Nous possédons une montagne de dettes toxiques que nous ne pouvons pas honorer. Harrison leva brusquement la tête. Le choc de ma révélation l'avait paralysé. Mais cette nouvelle menace pour son héritage le ramena à la vie. De quoi parles-tu, Vance? Demanda-t-il, sa voix rauque et faible. Clara est une investisseuse. Le marché est juste lent en ce moment. Vance laissa échapper un rire sec et sans humour. C'était le son d'un homme qui a lu le dernier avis de saisie. Le marché n'est pas le problème, Harrison, dit-il. Le problème est que ta fille a acheté des propriétés qu'elle ne pouvait pas se permettre en utilisant des prêts hypothécaires à taux variables qu'elle ne comprenait pas. Les taux ont été réajustés. Le marché de la location à court terme s'est adouci. Les taux d'inoccupation ont grimpé. Nous saignons de l'argent chaque mois. Clara se tapa les mains sur les oreilles. Arrête, cria-t-elle. Arrête de parler. Vance l'ignora. Il effectuait un audit et il avait l'intention de terminer le rapport. 2 des maisons sont actuellement en pré-saisie, déclara-t-il clairement, s'assurant que tous les parents à table entendaient la terminologie. Nous n'avons pas fait de paiement hypothécaire sur la ferme de Cherry Creek depuis 4 mois. La banque a initié des procédures. Les lignes de crédit sont plafonnées. Nous sommes en faillite, Harrison. Nous sommes complètement ruinés financièrement. L'air dans l'appartement s'évapora. Les doubles révélations planèrent sur la table, créant un vide suffocant. L'ironie était si dense, elle donnait l'impression d'un objet physique pressant contre les murs de l'unité 4B. Moins de 30 minutes auparavant, Harrison Eugène était assis en bout de table et exigeait que je renonce à mon héritage inexistant. Il m'humilia publiquement, me déclarant une honte tout en élevant Clara comme le phare de la famille. Il tenta de déshériter la fille qui possédait un empire immobilier commercial de 32 unités, entièrement libre de dettes sur les propriétés fondamentales, pour léguer son héritage imaginaire à une fille qui était à quelques mois de voir sa résidence principale saisie par la banque. Le récit familial Eugène s'était complètement inversé. La fondation était partie. L'enfant prodige était en faillite et le patriarche était un locataire louant son abri au bouc émissaire. Evelyne laissa tomber son torchon. Le tissu de coton délavé frappa le sol en linoléum d'une douce tape. Elle regarda Clara, son visage un masque de dévastation profonde. Elle avait passé des décennies à acquiescer aux illusions d'Harrison, croyant que sa vision stratégique était infaillible. Elle l'avait vu siphonner 150 000 $ de capitaux propres de leur propre maison pour financer le capital de départ de Clara. Maintenant, elle réalisait que cet argent était parti. Il s'était évaporé dans l'air ténu d'un marché volatile, incinéré par la vanité de Clara. Harrison fixait Vance, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sorti de l'eau. La dissonance cognitive était enfin en train de briser son cerveau. Il ne pouvait pas concilier les données. Il regarda Clara, cherchant un déni, cherchant une bouée de sauvetage pour le ramener à sa réalité préférée. Clara ne put soutenir son regard. Elle se recroquevilla dans sa chaise, sa posture s'effondrant vers l'intérieur. Le chemisier de soie de designer et la coûteuse mise en pli ne pouvaient plus masquer le poids écrasant de son insolvabilité. Le château de papier avait brûlé jusqu'au sol, et elle était assise dans les cendres devant toute sa famille élargie. Mon cousin David repoussa lentement sa chaise de la table. Le bruit de grattement était assourdissant dans la pièce silencieuse. Il se leva, évitant le contact visuel avec tout le monde. « Je crois que nous devrions y aller », marmonna-t-il, attrapant son manteau sur le dossier de sa chaise. Ma tante Sarah murmura son accord, se levant si rapidement qu'elle faillit renverser son verre d'eau. L'exode commença. Les proches qui étaient restés silencieux pendant qu'Harrison m'abusait s'empressèrent maintenant d'échapper aux retombées de sa destruction. Ils reconnurent que la structure familiale Eugène implosait, et ils voulaient éviter le rayon de l'explosion. Ils murmurèrent des excuses gênées sur l'heure et le temps, se dirigeant vers la porte dans une retraite hâtive et désorganisée. Je restais assise à l'extrémité de la table. J'observais le départ frénétique avec un détachement absolu. Je ne ressentis aucune poussée de triomphe. Je ne ressentis aucun besoin de me réjouir de la ruine de Clara ou de l'humiliation d'Harrison. La vengeance est une émotion chaotique et bruyante. Je ne ressentais rien d'autre qu'une paix nette et froide. La vérité n'a pas besoin de défense. Elle existe simplement, attendant le bon moment pour exposer la nature fragile d'un mensonge. J'avais passé 13 ans à construire ma forteresse dans l'obscurité. Et maintenant les lumières étaient allumées.
Les gens qui avaient essayé de définir ma valeur se noyaient dans leurs propres erreurs de calcul. Je m'assis dans mon bâtiment, vérifiant l'heure à ma montre, attendant que la pièce se vide pour pouvoir livrer ma dernière évaluation. L'air dans l'appartement était lourd de la réalisation soudaine et aiguë de l'échec. C'était le genre d'échec spécifique qui ne peut être ni contesté, ni imputé à des forces extérieures, ni ignoré. Harrison Eugène, un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à assimiler la domination financière à la supériorité personnelle, était piégé dans les débris de ses propres erreurs de calcul. Il avait investi ses fonds propres, sa fierté et son soutien inconditionnel en Clara, pour découvrir qu'elle n'était qu'une façade creuse face à la saisie. Simultanément, il m'avait humilié et écarté, pour découvrir que j'étais son propriétaire, détenant un portefeuille de 32 unités, entièrement libre de la dette toxique qui noyait son enfant favori. Le double coup ne déclencha pas sa rage. La colère est un mécanisme de défense déployé lorsqu'une personne croit encore avoir une position à défendre. Harrison n'avait plus de position. Il ne cria pas. Il ne frappa pas son poing sur la table en acajou. Il se contenta de se dégonfler. La posture rigide et autoritaire qu'il avait maintenue pendant 38 ans se dissipa. Ses épaules s'affaissèrent, s'arrondissant sous le poids invisible de sa propre humiliation profonde. Il baissa les yeux sur ses mains, étudiant ses paumes comme si elles appartenaient à un étranger. Il était un cadre sans entreprise, un patriarche sans héritage, et un propriétaire sans titre de propriété. Il était un locataire, subventionné par la fille qu'il avait déclarée sans valeur quelques instants auparavant. Le voir s'effondrer évoquait une étrange sensation clinique. J'avais passé des décennies à me préparer à ces tirades, apprenant à naviguer les arêtes vives de sa désapprobation. Maintenant, le voyant brisé, je ne ressentais aucune poussée de plaisir vindicatif. Il y a une idée fausse courante selon laquelle exposer ses agresseurs apporterait une euphorie de victoire. La réalité est bien plus stérile. Voir l'architecture de l'illusion de votre famille s'effondrer ne guérit pas les blessures qu'ils ont infligées pendant qu'ils la construisaient. Cela confirme simplement que vous n'avez jamais été l'architecte du dysfonctionnement. Vous n'avez été que la victime désignée. Evelyn resta debout près de l'embrasure de la cuisine, le torchon oublié amassé à ses pieds. Elle commença à pleurer, mais ce n'étaient pas les pleurs bruyants et théâtraux qu'elle utilisait pour susciter la sympathie lors des réceptions au club de golf. C'était une fuite silencieuse et continue de larmes. Evelyn avait bâti toute sa stratégie de survie autour de l'infaillibilité perçue d'Harrison. Elle avait acquiescé à ses cruautés, ignoré mon isolement et soutenu avec enthousiasme l'élévation de Clara, tout cela parce qu'elle croyait qu'Harrison les dirigeait vers une sécurité permanente. La réalisation qu'il les avait menés directement à la ruine financière et sociale lui ôta son unique mécanisme de défense. Elle regarda son mari, un homme défait, fixant ses mains, puis elle me regarda, moi, la fille qu'elle lui avait permis d'écarter. Elle avait misé toute sa vie sur le mauvais résultat, et les conséquences étaient actuellement assises dans sa salle à manger louée. Les autres invités étaient déjà partis, ayant fui l'appartement avec des excuses murmurées pour éviter le rayon d'explosion. La table à manger, surpeuplée il y a seulement 20 minutes, ne contenait plus que les restes d'un repas gâché et les fragments brisés de la hiérarchie familiale Eugène. Clara restait figée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, refusant de regarder Vance ou ses parents. Vance continuait de fixer le mur lointain, rayonnant la satisfaction sombre d'un homme qui avait enfin fait détonner la bombe qu'il portait depuis des mois. Je repoussai ma chaise de la table. Les pieds en bois raclèrent doucement le parquet, un son discret qui sembla résonner dans la pièce silencieuse. Je me levai, lissant le tissu de mon pull. Je n'éprouvais aucune envie de m'attarder. Les données avaient été présentées. L'audit était terminé, et les soldes finaux avaient été calculés. Il n'y avait plus rien à discuter. Je me dirigeai vers la cuisine, contournant la table en acajou et les personnes assises autour. Je pris mon manteau sur la petite chaise près de l'entrée. J'entrai dans la cuisine-galerie et récupérai la casserole de patates douces sur le comptoir. Le plat était encore chaud, le beurre noisette et les pacanes intactes. Je fixai l'emballage en aluminium sur le dessus. Je me déplaçai avec une précision délibérée et sans hâte. J'emballai mes affaires, me préparant à quitter l'espace aussi proprement que j'avais géré mon portefeuille pendant 13 ans. Je me suis retourné vers la salle à manger, mon manteau sur un bras et le plat de casserole dans les mains. Harrison n'avait pas bougé. Il fixait toujours la table, piégé dans une paralysie de sa propre création. Je n'attendais pas d'excuses. Chercher des excuses auprès d'un narcissique est une entreprise futile.
Cela exige qu'ils possèdent une capacité d'introspection qui leur manque fondamentalement. Ils n'offriront jamais que des excuses enveloppées de manipulation, tentant de réécrire le récit pour préserver leur ego. Je n'avais aucun intérêt à entendre son histoire révisée. Je me suis arrêté au bord de l'espace de la salle à manger, créant une frontière physique délibérée entre nous. Harrison, dis-je, ma voix perçant l'air épais et surchauffé. Il tressaillit au son de son prénom. Il leva lentement la tête. Ses yeux étaient cernés de rouge et creux, dépouillés de l'étincelle arrogante qui avait défini son regard pendant des décennies. Il me regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis que j'étais enfant. Il cherchait une bouée de sauvetage sur mon visage, cherchant la fille désespérée en quête d'approbation qu'il avait l'habitude de contrôler. Il ne trouva que le regard impassible d'une auditrice d'entreprise. « Je n'ai pas besoin de ta validation, déclarai-je, gardant un ton parfaitement neutre. Je n'ai pas construit mon portefeuille pour t'impressionner. Je l'ai construit pour ne jamais avoir à dépendre de toi. Ton évaluation de ma valeur a toujours été mathématiquement incorrecte. » Il ouvrit la bouche, sa mâchoire travaillant tandis qu'il cherchait une réponse. Il voulait retrouver son autorité, et mettre un ordre qui restaurerait l'ordre naturel de son univers. Mais il n'avait plus de monnaie à dépenser. Il referma la bouche, les mots non dits se dissolvant dans le silence. Je tournai mon regard vers Evelyne. Elle pleurait toujours silencieusement, ses mains tremblantes alors qu'elle s'agrippait au bord du comptoir de cuisine. Elle me regarda avec une expression de profond regret, un regard qui exprimait un plaidoyer désespéré pour un réconfort. Elle voulait que je comble le fossé, que j'offre un mensonge réconfortant qui rendrait la dévastation plus facile à supporter. Tu as choisi ta voie, Evelyne, dis-je doucement mais fermement. Tu as décidé il y a longtemps quel confort importait le plus. Tu devras vivre avec les conséquences de ce choix. Je n'attendis aucune réponse de leur part. La finalité de la déclaration n'exigeait aucun débat. Je me tournai vers la porte d'entrée de l'unité 4B. La lourde poignée en laiton était froide sous mes doigts. J'ouvris la porte, sortant de la chaleur oppressante de l'appartement pour entrer dans l'air frais et neutre du couloir. Le couloir que j'entretenais dans l'immeuble que je possédais. Le changement d'atmosphère fut immédiat et purifiant. J'avais livré mon évaluation finale, les laissant calculer leurs propres pertes. Mais l'interaction n'était pas entièrement terminée. Je devais encore établir les règles opérationnelles pour l'avenir. Un avenir où il n'était plus ma famille, mais strictement mes dettes. Harrison se prépara à un avis d'expulsion. Il avait passé sa carrière comme cadre logistique, congédiant les employés qui ne répondaient pas à ses critères. Il avait licencié des directeurs d'entrepôt et des coordinateurs de chaînes d'approvisionnement avec une précision rapide. Il s'attendait à recevoir exactement le même traitement de ma part. Je pouvais voir les muscles de sa mâchoire se contracter alors qu'il se préparait à accepter sa punition. Il voulait que je lui dise de faire ses valises. Lui ordonner de quitter les lieux lui donnerait un récit tangible à raconter à son cercle social restant. Il pourrait jouer le rôle du père martyrisé et tisser une histoire tragique d'un enfant vindicatif jetant ses parents âgés dans la rue gelée. Il aspirait à ce martyr parce que cela excuserait sa propre ruine financière. J'ai refusé de lui donner ce scénario. J'ai regardé l'homme assis en bout de la table exiguë. Vous ne serez pas prié de partir, déclarai-je. Ma voix était égale et dépourvue de toute sentimentalité. Votre bail court jusqu'à la fin du mois de mai. Les termes de ce contrat restent intacts. Votre loyer mensuel n'augmentera pas avant la période de renouvellement, et vous ne recevrez pas d'avis de résiliation tant que vos comptes resteront à jour. Harrison cligna des yeux. L'absence de vengeance le déconcerta. Il ne comprenait pas une transaction qui manquait de mesures punitives. Il s'attendait à une démonstration dramatique de domination parce que c'est ainsi qu'il gouvernait sa propre vie. Vous paierez votre loyer le premier de chaque mois, continuai-je, décrivant les paramètres de sa nouvelle réalité. Il n'y a pas de délai de grâce pour les membres de la famille car nous n'opérons plus sous une dynamique familiale. Vous ne m'appellerez pas si le système de chauffage tombe en panne. Vous ne me contacterez pas si un voisin met sa musique trop fort. Vous soumettrez un ticket d'entretien numérique via le portail de gestion immobilière Summit. Tout comme l'occupant de l'unité 2A et l'occupant de l'unité 3C, ils sont votre point de contact. Je fis une pause, permettant aux frontières légales et émotionnelles de se solidifier dans la pièce surchauffée. Vous êtes mon locataire, Harrison. Vous n'êtes rien de plus qu'une signature sur un contrat de location résidentielle standard du Colorado.
Le patriarche de la famille Eugène déglutit difficilement. Sa pomme d'Adam saillante bougea dans sa gorge. Il avait passé toute sa vie à vouloir être la personne la plus importante dans chaque pièce où il entrait. Il exigeait un traitement spécial dans les restaurants et s'attendait à un statut préférentiel à la banque. Je venais de réduire toute son existence à une simple entrée de registre générique. La réalisation qu'il m'était entièrement indifférent vida sa posture du dernier gramme de combativité. Il acquiesça lentement d'un seul mouvement, indiquant qu'il comprenait les termes de sa reddition. J'ai ramené mon attention sur Evelyne. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, essuyant une nouvelle couche de larmes. Ma mère avait passé la majeure partie de 3 décennies à adoucir les aspérités de la cruauté d'Harrison avec des pâtisseries et des sourires forcés. Chaque fois qu'il dénigrait mes choix de carrière ou louait Clara à mes dépens, Evelyne préparait une tarte et prétendait que les dommages structurels à mon estime de soi pouvaient être réparés avec du sucre. Je savais qu'elle élaborait déjà un plan pour combler ce nouveau fossé. Elle imaginait probablement de futurs appels téléphoniques où elle pourrait s'excuser pour la tension sans jamais reconnaître la cause profonde de la trahison. J'ai coupé cette voie de retraite avant qu'elle ne puisse la paver. Evelyne, dis-je, maintenant son regard larmoyant. Vous êtes libre de m'appeler à l'avenir, mais vous ne pouvez composer mon numéro que si vous êtes prête à dire la vérité sans phare. Ne m'appelez pas pour discuter du temps. Ne m'appelez pas pour offrir de vaines platitudes sur la façon dont les familles traversent des saisons difficiles. Si vous me contactez, ce sera pour reconnaître votre complicité dans les choix qui vous ont mené à cet appartement. Tant que vous n'aurez pas cette capacité d'honnêteté, perdez mon numéro. Je n'attendis pas que ces larmes cessent. Je me détournai de la salle à manger et me dirigeai vers l'entrée. Je récupérai mon manteau de laine sur le crochet mural. Je pris la casserole de patates douces que j'avais apportée pour partager. Le papier aluminium recouvrant le plat était encore chaud contre mes paumes. Je partais avec les mêmes objets que j'avais apportés. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton de la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai franchi le seuil. J'ai refermé la porte derrière moi d'un clic ferme et discret, scellant la famille Eugène à l'intérieur de leur boîte louée. Je me tenais dans le couloir du 4e étage. Le passage de la chaleur suffocante de l'unité 4B à l'environnement à température contrôlée du couloir était saisissant et merveilleux. L'air sentait le tapis propre et les subtils produits de nettoyage industriel. J'ai pris ma première véritable respiration de la soirée. Je me suis dirigé vers les ascenseurs. Le son de mes talons frappant le parquet en bois composite résonnait d'une cadence nette et rythmée. Clic, clic, clic. C'était le son d'une femme marchant dans sa propre propriété. Pendant 38 ans, j'avais marché doucement, essayant de minimiser mon empreinte dans une maison où je n'étais pas apprécié. Ce soir, je laissais mes pas résonner le long du couloir. Je possédais le sol sous mes chaussures. Je possédais les cloisons sèches encadrant mon chemin. Je possédais les luminaires éclairant ma sortie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. L'ascenseur est arrivé avec un doux carillon. Je suis entré et j'ai regardé les portes métalliques se refermer, effaçant la dernière trace visuelle du 4e étage. La cabine est descendue en douceur vers le rez-de-chaussée. J'ai regardé les chiffres numériques défiler les étages. 3, 2, 1, j'ai traversé le hall. J'ai remarqué que les plantes décoratives près des boîtes aux lettres nécessitaient d'être arrosées. J'ai pris mentalement note d'en informer le paysagiste. Ce sont les préoccupations banales et pratiques d'un propriétaire. Elles manqueraient, gardant mon esprit concentré sur les opérations plutôt que sur les décombres émotionnels d'en haut. J'ai poussé les lourdes portes vitrées du hall et suis sorti dans la nuit de Denver. L'air hivernal était d'une netteté de rasoir, mordant mes joues exposées et refroidissant instantanément le tissu de mon manteau. La température avait considérablement baissé depuis l'après-midi. Le ciel au-dessus de la ville était d'un indigo profond et meurtri, sans nuages et vaste. Au loin, les pics déchiquetés des montagnes rocheuses se dressaient comme des silhouettes sombres à l'horizon. J'ai inspiré profondément, tirant l'air glacial dans mes poumons. Le froid était revigorant et immaculé. Il effaçait l'odeur persistante des bougies à la cannelle bon marché et de la viande rôtie de mes sens. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je ne ressentais pas le poids écrasant de leur jugement. Je ne ressentais pas le fardeau d'essayer de prouver ma valeur à des gens déterminés à l'ignorer. Le lourd manteau suffocant du bouc émissaire avait glissé de mes épaules et était resté enfermé dans cet appartement. Je me sentais légère. Je me sentais dangereuse. Je me sentais libre. J'ai traversé le parking visiteur vers ma Subaru de 9 ans.
Le givre commençait déjà à se former sur les bords du pare-brise, scintillant sous la lueur ambrée des réverbères. J'ai déverrouillé la porte et me suis glissé sur le siège conducteur. Le cuir était glacial contre mes jambes. J'ai placé le plat de casserole sur le siège passager. J'ai inséré la clé dans le contact et l'ai tourné. Le moteur a toussé une seconde avant de rugir, le chauffage cliquetant alors qu'il peinait à pousser de l'air chaud à travers les bouches d'aération. Je suis resté dans le véhicule au ralenti, laissant le moteur chauffer. Le contraste entre ma voiture fiable et sans glamour et le portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars que je commandais ne m'échappait pas. Clara a couru après l'esthétique de la richesse et a fini en faillite. J'ai couru après les mathématiques de la liberté et j'ai fini par posséder le bâtiment. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et en ai sorti mon téléphone. J'ai déverrouillé l'écran. Le tableau de bord de gestion Summit était toujours actif, affichant le résumé de la collecte de loyer qui avait détruit la fierté de mon père. J'ai minimisé l'application et ouvert mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'au numéro d'urgence de mon équipe de gestion immobilière. J'ai initié l'appel. Il a sonné 2 fois avant qu'un répartiteur ne réponde, offrant un salut poli du soir. Ici Odette Eugène, déclarai-je, ma voix résonnant dans l'habitacle silencieux de ma voiture. Je suis la propriétaire du portefeuille Pinrest Holdings. J'appelle pour autoriser un ordre de réparation pour le bâtiment du centre-ville. La porte du hall d'entrée colle par temps froid. Veuillez envoyer un technicien pour ajuster les charnières et réaligner le cadre dès demain matin. Le répartiteur a confirmé l'ordre de travail et m'a remercié pour l'autorisation. J'ai mis fin à l'appel. C'était une décision administrative de routine, un ajustement mineur à un actif physique, mais l'exécution de cette commande depuis le siège avant de ma voiture gelée a scellé mon détachement. Je n'étais plus une fille décevante cherchant une place à une table bondée. J'étais une propriétaire entretenant ma forteresse, et j'étais enfin prête à rentrer chez moi. L'effondrement d'un château de papier ne se produit pas en une seule explosion dramatique. Il se produit par une séquence lente et agonisante de paiements manqués et d'appels téléphoniques sans réponse. Au cours des 6 mois suivants, le rue d'hiver de Denver a fondu dans un printemps boueux, révélant les dommages structurels laissés dans la vie financière de ma sœur. Les prêts hypothécaires à taux variables ont été réinitialisés, comme Vance l'avait prévenu. Les coûts de portage dépassaient largement ses revenus locatifs. Les banques ne s'intéressent pas à l'esthétique des médias sociaux ou à l'éclairage soigné. Les banques ne se soucient que du ratio dette-revenu. En février, les avis de défaut de paiement ont été déposés auprès du greffier du comté. J'ai vu les registres publics sur la base de données municipales en examinant les impôts fonciers de mon propre portefeuille. La ferme moderne de Cherry Creek est retournée au prêteur. Les propriétés de location à court terme ont suivi quelques semaines plus tard, cédant aux mathématiques brutales de la saisie. L'empreinte numérique de Clara a disparu du jour au lendemain. Les photographies de mise en scène de designers et les légendes la déclarant magnate autodidacte ont disparu d'Internet, remplacées par un silence numérique assourdissant. Elle a été forcée de déménager dans une unité de location exiguë aux confins de la ville, loin du prestige qu'elle convoitait. Vance ne s'est pas attardé pour assister à la vente finale de leurs biens. Il a loué un camion de déménagement un mardi matin frais, a chargé ses effets personnels et a déposé les documents de dissolution de mariage avant la fin du mois. Il a reconnu que les fondations étaient irrécupérables et il a choisi l'autopréservation plutôt que de couler avec un capitaine qui refusait de reconnaître l'eau qui remplissait la coque. De retour dans l'unité 4B, la vie s'est contractée en une routine calme et craintive. Chaque mois, sans faute, le loyer était encaissé le premier. Le virement électronique passait des comptes déclinants d'Harrison à Summit Property Management, puis s'installait en toute sécurité dans le registre de Pinrest Holdings. Il payait son logement avec les vestiges de sa fierté brisée. La peur est un facteur de motivation très efficace pour un homme qui a tout perdu. Il connaissait les paramètres de son bail et il savait que le propriétaire du bâtiment n'accordait pas de délai de grâce. J'ai rencontré mon père exactement une fois au cours de cette période de 6 mois. C'était fin mars. J'effectuais une inspection de routine du système de chaudière dans le sous-sol de son immeuble. Après avoir confirmé que les vannes de pression fonctionnaient, je suis monté au niveau du hall pour vérifier l'alignement des portes d'entrée. Harrison se tenait près des boîtes aux lettres en laiton, récupérant son courrier de l'après-midi. Il portait un pull délavé. Ses épaules étaient visiblement arrondies, le rendant nettement plus petit que l'homme qui dominait les dîners du dimanche et commandait les salles de conseil d'administration. Il s'est retourné et m'a vu tenant un presse-papier. Le patriarche,
qui exigeait autrefois la soumission, s'est figé. Ses yeux ont glissé vers mes bottes de travail, puis vers les carreaux du sol. Il a serré ses lettres contre sa poitrine, a fait volte-face et s'est dirigé rapidement vers la cage d'escalier de secours au lieu d'attendre l'ascenseur. Il ne pouvait pas soutenir le regard de son propriétaire. La honte de sa réalité avait définitivement coupé ses cordes vocales. Il n'avait plus rien à dire. Il préférait monter 4 étages d'escalier plutôt que de partager un espace clos avec la fille qu'il avait dégradée pendant 38 ans. J'ai regardé la porte de la cage d'escalier se refermer et j'ai reporté mon attention sur les charnières du hall. Evelyne n'a jamais composé mon numéro. J'avais fixé la limite qu'elle ne pouvait appeler que si elle avait l'intention de dire la vérité sans phare. Elle manquait de vocabulaire pour la vérité. Elle préférait la chaleur familière et suffocante de l'unité 4B à la réalité crue et froide de la responsabilité. Elle a choisi de rester aux côtés d'un homme brisé, gérant son ego fragile, plutôt que d'affronter la fille qu'elle avait négligée. Je n'ai ressenti aucune tristesse concernant son choix. Son absence n'était qu'un point de données confirmé. Ma propre trajectoire a continué vers le haut, alimentée par la discipline même que ma famille avait raillée. En avril, j'ai finalisé l'acquisition d'un complexe de briques de 12 unités dans le quartier de Washington Park. J'ai contourné les listes publiques volatiles et négocié la vente directement avec un propriétaire à la retraite qui valorisait une transaction propre et fiable. J'ai finalisé les documents assise dans un bureau stérile de séquestre, examinant les termes de financement à taux fixe et les rapports détaillés d'inspection de la propriété. Lorsque la signature finale a été enregistrée, je n'ai pas organisé de célébration. Je n'ai pas acheté de véhicule de luxe pour signaler ma richesse croissante. J'ai conduit ma Subaru de 9 ans à une quincaillerie locale, acheté un jeu de cadenas robuste pour les placards utilitaires, et me suis rendu directement à la nouvelle propriété pour commencer à sécuriser le périmètre. Ma vie reste tranquille. J'analyse toujours les codes fiscaux pour mes clients. Je dîne toujours à ma propre table de cuisine. Je ne porte pas de marque de créateur et je ne me vante pas auprès d'étrangers de l'ampleur de ma valeur nette. La richesse n'est pas faite pour être exposée. La richesse est un fossé. C'est une barrière calculée de capital et d'entité légale conçue pour tenir le chaos des personnes irrationnelles loin de ma tranquillité d'esprit. Le passage du temps vous enseigne la véritable nature de la victoire. Lorsque vous passez vos années de formation à être mesuré par une règle truquée, vous croyez souvent que le succès signifie forcer ces personnes à reconnaître votre valeur. Vous pensez que la victoire ressemble à des excuses ou à une réconciliation en larmes. C'est une illusion. Le succès ne consiste pas à prouver que des personnes toxiques ont tort. Il s'agit de construire une forteresse si haute qu'elles ne peuvent plus jamais vous atteindre. Vous ne devez pas une place à votre table à quiconque, simplement parce qu'ils partagent votre sang. Vous ne devez pas vos ressources à des personnes qui ont traité vos ambitions comme une blague. Vous ne vous devez que la dignité tranquille d'une vie bien construite. Je dors profondément chaque nuit, sachant que le toit au-dessus de ma tête m'appartient. Je dors profondément, sachant que 24 autres toits m'appartiennent également. Je ne me soucie plus de savoir si mon nom est prononcé lors des réunions de famille parce que mon nom est sur les titres de propriété qui survivent à leurs opinions temporaires. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû quitter une table où on ne vous servait que du manque de respect, je veux que vous sachiez que vous avez fait le bon choix.